Bonsoir Internet, c'est Bad Mother Player numéro 5. Aujourd'hui, on va parler de Platinum Game. Bienvenue. Bad Mother Players. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Platinum Games, sa vie, son œuvre, les fameux japonais. Nous aurons d'abord nos coups de cœur et nos coups de boule. Et pour patienter entre chaque morceau, nous aurons la fameuse, la célèbre pastille de Chuck qui nous parlera d'un jeu, assez spécial. J'ai un avis très tranché sur la question. Et nous aurons aussi une nouvelle chronique, la chronique de Charcou, notre spécialiste jeu de société, qui viendra nous présenter un jeu de société gamer compatible. Pour m'accompagner ce soir, eh bien, écoutez, j'ai l'élite de la crème, comme d'habitude, du no-name. Là, je veux dire, attention, on a fait une réunion de beaux gosses. Là, il n'y a absolument rien acheté. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, nous avons Shinto, le permanent de l'équipe, notre hôte, on va dire, notre mojo, quoi. Comment vas-tu bien, Shin, depuis la dernière fois? Ah, ça va. J'ai la bouche sèche à force de parler dans le vide. Mais je me le soigne. Écoute, c'est très bien. Là, c'est pour ça, t'as vu, on t'a ramené un micro. Tu pourras parler dans Internet. À côté, nous avons l'ami Drist, pour qui c'est la première, il me semble. Alors, pas trop ému, ça va. Est-ce que la sueur s'est calmée? Est-ce que les tremblements, les genoux ne tremblent Alors pas la trop? sueur, compte tenu de la canicule qu'on subit là depuis une dizaine de jours, c'est compliqué, mais autrement, ça me fait extrêmement plaisir de vous rejoindre. Un petit peu tendu pour ce premier enregistrement, mais particulièrement content de faire partie de l'équipe. Mais écoute, détends-toi, tout va bien se passer. Tu vas voir, c'est super. Ouais. Au début, ça fait un peu mal. Enfin. Et pour compléter cette Dream Team que le monde Internet nous envie, nous avons un autre nouveau venu que nous sommes aussi très heureux d'accueillir. Nous avons l'ami Casey. Comment vas-tu, monsieur Casey? Bien écoute, ça va plutôt pas mal. Très heureux de le savoir. Quelque chose à dire pour te présenter? Non, pas Internet grand te chose. découvre. Écoute, faut juste que tu me dises quand l'émission se lance. C'est juste, voilà, je peux pas partir à la bourre ou. Écoute, ce qu'on fait. Non, je déconne. Non, mais écoute, on on fait une répétition d'abord. Tu vois, là, c'est la D'accord. répétition, quoi. Donc, détends-toi. Ça a duré 2-3 heures la répète, puis après c'est bon. La répète de 3 heures et après on fait l'émission en 1 heure, comme d'habitude. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Je vous sens chaud patate. Déjà. Déjà présente-toi. Ah oui, pardon. Et en face, vous avez votre présentateur favori, celui qu'Internet attend depuis toujours, Monsieur Kea. C'est moi. Bonjour. Celui qui fait rêver les ménagères. Exactement. Ah oui, ça fait pas mal rêver, hein, attention. Hein. Ouais, mais je commence à faire rêver les ménagères de plus de 50 ans et c'est un problème. Mais on ne va pas parler de vie privée là ce soir. Je tiens à signaler une chose très importante, messieurs. Messieurs, aujourd'hui est un jour historique. Aujourd'hui est un jour important. C'est l'épisode 5. Waouh. On a complètement niqué, défoncé, dépassé en termes d'épisodes le podcast précédent de l'ami Pive. Et là, j'ai envie de dire, dans ta face. C'est une grande victoire. Mais oui. Ah bah on est content. N'est-ce pas? Ah ouais, mais super con. On arrête juste après, hein, de toute façon, parce que c'était. Ah bah c'était l'objectif. Hein, voilà. Maintenant voilà. c'est fini après. Voilà. Maintenant qu'on a vaincu Prochaine génération de forumers qui viendra, ils seront obligés d'en faire 6. Voilà. Et comme ça, petit à petit, nous allons conquérir Internet et le monde. Le podcast en marche, c'est Bad Mother Player. On a Troll à Win, on est Trop du futur et on va commencer direct par nos coups de cœur, messieurs. Vous allez me donner votre coup de cœur du moment, ce qui ce mois-ci vous a fait particulièrement plaisir, quelque chose autour du jeu vidéo, un truc qui vous a plu, qui vous a ému, qui a réveillé votre âme d'enfant. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire? Et je propose que Drist commence. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a plu ces derniers temps? Alors avec grand plaisir, ce qui m'a particulièrement plu ces derniers temps, c'est Persona 5. Je crois que beaucoup de gens ont testé ce jeu qui est sorti il y a quelques mois.
Nous en avons déjà parlé sur ce podcast. Oui, absolument. Mais j'aimerais en parler sur sa version Remote Play qui est disponible sur Vita. Encore une fois, cette petite console, tu sais, qui est sortie il y a un certain nombre d'années, qui est en exemplaire très limité, mais que tu peux encore trouver. T'as réussi à avoir une Switch? Une PSP Go. Ouais. Ok, taquin. Vous êtes taquin avec la Vita, quand même. La quoi? Non, bon, ok. Donc, je joue en Remote Play sur Vita. Et vraiment, c'est un vrai bonheur. Déjà, le bonheur principal, c'est de ne pas avoir à allumer son écran à la maison quand il fait extrêmement chaud. J'insiste sur vraiment la chaleur terrible qui nous afflige. Et vraiment, la chaleur et le beau temps, c'est vraiment l'ennemi du gamer. Déjà, c'est oui, mais il me semble que tu fais dans le matériel un petit peu médiéval et provocateur Absolument. aussi. Il semblait C'est que vrai, c'est vrai. l'ennemi du gamer, il me semblait que c'était la virginité. Mais... Puis elle chauffe la Vita, non? Ah non, ça va. Non, mais je veux dire, faut l'allumer. Oui. Faut la dépoussiérer et l'allumer. Bref. Non, honnêtement, Persona 5 sur Vita, c'est vraiment un pur bonheur pour moi qui avais expérimenté le 4. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Explique succinctement le Remote Play peut-être avec la Vita. Bon, le Remote Play, en gros, c'est exactement le même principe que sur Wii U, en quelque sorte. De toute façon, c'est un peu une spécialité de Sony. Quand il voit quelqu'un qui le fait quelque part, il se dit qu'il faut absolument qu'il le copie, parce qu'ils peuvent le faire. Mais dans le cas précis de la Vita, ça fonctionne plutôt bien sur un jeu posé comme Persona. Je me verrais mal jouer à un jeu d'action pur, parce qu'il faut quand même préciser qu'il manque quelques touches. Il n'y a pas le L3, R3, ainsi que L2, R2. C'est remplacé par un positionnement à l'arrière sur le pavé tactile de la Vita, mais ça reste effectivement un petit peu délicat d'être précis avec ce pavé tactile arrière pour ceux qui ont eu la chance de Ah mais tester oui, cette c'est vrai qu'il y avait ce extraordinaire gadget console. là. Et en tout cas sur un jeu posé, sur un jeu de rôle sur un jeu de rôle visual novel comme Persona 5, vraiment c'est extrêmement agréable à jouer. Et je dois avouer que la portée est supérieure à celle que j'arrive à obtenir avec la Wii U. Donc sur ce coup, avec la Wii U, un autre échec en face. T'avais acheté la Lynx? Non, j'ai pas acheté la Lynx. D'accord. Rodeo. Non plus. Et ce que j'essaie de te faire te dire depuis tout à l'heure, c'est en dehors de ta Vita, t'as besoin de quoi pour jouer en Remote Play? Parce que moi je sais, mais Ah pardon, oui, une PS4. les gens, ça se trouve, évidemment. ils vont s'acheter une Vita et puis ils vont essayer de jouer à Persona 5 et Ouais, ils vont être dire, dégoûtés. putain, ils vont être un peu deg les gars. Mais ça me fera assez plaisir, ouais, effectivement, quand ils se rendront compte qu'elle sera pas disponible sur le support. Non, effectivement, on ne peut jouer que sur PS4 ou PS3 dans sa version japonaise. Je sais pas si la version PS3, je ne crois pas qu'elle soit traduite en Europe. On n'a que la version PS4 en ce qui nous concerne pour le marché US et européen. Et la version japonaise dispose de la PS3 et de la version PS4. Donc, grâce à l'ingénieuse communication entre la Vita et la PS4, vous pouvez jouer donc en portable sur Persona 5, et il faut avouer que c'est un jeu qui s'y prête très bien. Mais il faut rester chez vous. Vous ne pouvez pas sortir pour jouer avec la Vita à l'extérieur. De toute façon, vous n'avez pas envie puisqu'il fait trop chaud en ce moment, donc vous restez chez vous. Et j'ai une question, puisque l'habillage est quand même assez travaillé sur Persona 5, ça passe bien sur petit écran? C'est très correct. Alors effectivement, c'est du flux vidéo qui est envoyé, c'est du streaming, donc on a un résultat. Parfois, il y a quelques artefacts qui apparaissent à l'écran. Les rouges sont un peu baveux, mais honnêtement, entre pas y jouer et pouvoir y jouer sur un écran qui a quand même une très belle qualité, ça fait quand même plaisir pour avancer sur ce jeu. Donc non, vraiment, je recommande. Je note quand même que les rouges un peu baveux, avec l'interface de Persona 5, c'est quand même pas de peau. Il y a un petit peu de rouge, effectivement. Ouais, Mm. un peu con. C'est dommage. Et est-ce que tu penses que tu vas enchaîner les dizaines d'heures nécessaires à finir le jeu en Remote Play? Si la canicule continue comme ça, oui, probablement. Ok. Non, vraiment, aujourd'hui, je pourrais faire le jeu entièrement sur Vita. Je m'y suis habitué. T'es arrivé à quel mois là? Je vais rien dire parce que vraiment, les gens vont se moquer de moi encore une fois. Donc, je suis au mois de juin, je crois, et j'ai à peu près 40 heures de jeu, quoi. Donc c'est beaucoup par rapport où j'en suis.
C'est énormément. Ouais, moi je crois que je suis à septembre ou octobre, je dois être à 80-90 heures, donc Bon, bah très bien, je suis rassuré. on est pas tous single. Et donc le jeu en lui-même te plaît? Alors, je voulais peut-être pas, voilà, aborder particulièrement Persona 5. Je pense que les gens en ont beaucoup entendu parler. C'est un très très bon jeu de rôle made in Atlus. Il y a des pour et des contre. Il y a quand même eu plus de, comment dire, les retours ont été un petit peu plus partagés que je l'imaginais. Je m'attendais vraiment à une déferlante absolue. Ça a été le cas au niveau de la critique, mais j'ai quelques fans des Shin Megami Tensei qui ont apparemment eu quelques déconvenus sur le jeu, sur certaines longueurs. Oui, j'ai cru comprendre que... Ouais, apparemment, moi je suis pas encore arrivé à ces moments-là. Bon, j'aime bien les visual novels de temps en temps, on verra si ça me fait un mauvais effet. Je confirme, même moi qui suis pas habitué à la série, donc tu sais, qui est en mode les yeux neufs, tout ça, il y a quand même une période où putain, t'es là, tu fais putain, faut que ça cesse quand même. Ouais, j'ai cru comprendre. Bon, on verra. Pour l'instant, je reste sur ma réserve. Voilà. Je voulais juste vraiment parler de cette fonction, donc avec cette console qui vous est inconnue, manifestement, donc la Vita, je le répète. On peut la Et taper à combien maintenant, la Vita? Ah, j'en sais rien. Je pense que peut-être aux alentours de 100 euros, non? Peut-être même moins. Alors le coup, Pourquoi pas? Eh bien, écoute, Internet retiendra que pour ta première apparition, en juin 2017, tu conseilles la PS Vita. C'est une super console, hein. Elle est, honnêtement. Alors, si t'aimes pas les Bad jeux, Mother si t'aimes pas Player, les jeux le japonais. podcast du futur. Ne partez pas. Ne partez pas. Bah là, il va pas y avoir énormément de turfu en plus, hein, vu la thématique du jour, donc c'est parfait. détrompe-toi. Mais si, mais voyons voir. Eh bien, écoute, merci beaucoup. je C'était vous en très prie. intéressant. J'espère que ça aura. Bah oui, parce que maintenant, effectivement, on doit commencer à pouvoir la taper à pas trop cher. Voire d'occasion, il doit y en avoir quelques-unes. Hein, on va pas se mentir. Encore une fois, moi personnellement, je déconseillerais d'occasion sur un produit qui a un bel écran comme ça. On sait pas ce que les gens font avec leur console, donc moi j'ai toujours des petits problèmes de ce côté-là. Après, pour parfois quelques dizaines d'euros, autant essayer peut-être d'en toper une neuve. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est pas une console avec une chier déroguée dessus? Donc je me méfierais encore plus des consoles d'occasion du coup. Non, bah non, c'est pas parce qu'il y a que beaucoup de jeux japonais que ce sont des dérogués. À ma C'est pas ce connaissance, que je il y en a dis. pas. Ah. C'est pas ce que je dis. N'empêche. Pourtant, il me semblait que c'est ce que t'avais dit, mais Non, Évidemment. littéralement, il me semble que j'ai vu passer beaucoup dérogués sortis sur Vita. eh bien, écoute, j'en ai pas connaissance. Eh bien, écoute, nous allons donc enchaîner sur cette belle tirade sur le jeu vidéo japonais. Heureusement que tu ne nous l'as pas faite au dernier épisode, celle-là, Shin. Du coup, tu es puni, tu passeras en troisième. En attendant, nous allons accueillir l'ami Casey qui, pour sa première apparition, va nous parler, je crois, d'un jeu qui a eu son petit succès dans notre communauté de cinéphiles déviants. Ben oui. Et je suis très écoute, curieux d'entendre ton avis sur la question. ben, il y a des fois des trucs bizarres qui se passent dans le jeu vidéo. Tu as des fois des jeux qui sortent qui sont pas beaux, dont le gameplay peut laisser à désirer au départ, hein, et malgré tout ça, le cours en passe. Et c'est super en fait. Et j'y joue de quoi depuis 2-3 semaines. Je joue qu'à ça d'ailleurs, quasiment. Ça s'appelle Vendredi 13. C'est un jeu multi, si je ne m'abuse. C'est un jeu multi. Alors, moi, j'avais jamais joué à ce type de jeu avant. Alors, peut-être que vous allez me dire que ça existait déjà. C'est-à-dire un jeu de cache-cache en multi. C'est un peu ça, Vendredi 13. Alors, il y a... pour préciser, oui, il y a eu un Until Dawn qui est sorti il y a quelques mois et qui repose globalement sur le même principe. Et qui arrive bientôt sur Non, PS4. Until Dawn, Non. c'est Non, pas le David Cage en réussi. qu'il Like, fait. ouais. Ok, Non, ça a alors rien à voir. je confonds complètement. C'est le slasher David Cage. Je confirme, hein. Alors je me mélange les pinceaux, mais il y a un jeu qui est sorti il y a quelques mois et qui arrive bientôt sur console et qui repose un petit peu sur le même principe, mais qui n'a pas la licence. D'accord. Donc, le principe est simple, hein. On est 8 joueurs, donc c'est du online, hein. 8 joueurs. Il y a 7 joueurs qui incarnent les moniteurs perdus dans la forêt et il y a un joueur qui joue Jason. Et donc, ce qui rend le jeu super, c'est que les mecs, alors je sais plus qui fait le jeu, mais ces mecs-là ont eu plein de bonnes idées. Vous allez me dire quelles idées? Ouais, quelle idée.
Voilà, donc merci. Et quelles idées. Mais quelles idées par exemple, parce qu'on va se dire, c'est pas très intéressant, quoi. Il faut faire quoi? Il faut juste se cacher. Bah non. Donc il y a, quand on joue moniteur, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Donc la première, la plus relou mais à la limite la plus simple entre guillemets, c'est de se cacher. Donc faut attendre que la nuit passe et quand l'aube arrive, donc au bout d'une quinzaine de minutes, là t'es sauvé. Mais généralement le Jason est plutôt bon et il te trouve avant ce délai. Et les autres façons, donc tu as différents moyens de locomotion, donc voiture et bateau, donc il faut trouver les parties manquantes, moteur, essence, batterie, clé, et tout ça donc nécessite de travailler un peu ensemble. Et donc chaque joueur qui joue les moniteurs spawn à un endroit de la carte. L'idée c'est d'aller fouiller les bâtiments qu'on trouve, les petits chalets qu'on trouve juste à côté de soi, et de trouver ces fameux éléments pour essayer de se barrer. Donc ça c'est quand on joue les moniteurs. Il y a des petits trucs qui permettent donc d'échapper à Jason, donc des petits gadgets, soit des armes, soit des couteaux ou des pétards pour le distraire. Donc ça permet quand même de pas être à poil face au... Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'il était immortel, lui, c'est bien ça? On peut le tuer, mais c'est compliqué. Il faut vraiment une association, faut que différents joueurs fassent certains trucs très précis que je vais pas raconter là parce que c'est pas le sujet. Mais oui, on peut le tuer. On l'a jamais réussi à le faire pour l'instant, enfin moi en tout cas in game. Je sais pas, moi Tingle, j'imagine qu'il l'a déjà tué 20 000 fois, mais moi non. Et donc quand on joue Jason, donc là c'est aussi très rigolo. Donc on pop, on apparaît dans la petite cabane du Jason avec la petite tête décapitée de sa mère qui lui souhaite bon courage et vas-y amuse-toi fiston. Et lui il a des petits pouvoirs qui se déclenchent suivant un petit timer. Donc au début il peut juste se téléporter sur la carte où il veut. Donc lui il voit la carte. C'est ça que j'ai pas dit aussi, c'est que normalement les moniteurs ont pas la carte au début. Donc ça aussi c'est un truc qu'il faut trouver. Parce que sinon c'est un peu trop facile. Oui, je voulais juste te demander, n'a pas la carte, je comprends pas, parce que les niveaux ne sont pas procéduraux, au bout d'un moment tu le connais. Non, si en fait ils sont, alors en fait là c'est là que Tingle pourrait pour intervenir, je sais pas, je crois pas qu'il soit, écoute les maps, à mon avis, pour moi elles sont pas procédurales. Ce qui est procédural c'est l'apparition des différents éléments, mais je dis peut-être une énorme connerie, je sais pas. Ah d'accord, donc tu trouveras pas l'arme au même endroit. Non, jamais. C'est pour ça que les parties sont toujours différentes globalement, parce que tu peux passer ta partie à n'avoir rien trouvé, ce qui est un peu rageant. Et voilà. Donc le nombre de maps, ça je pourrais pas te le dire non plus. Tu vois, j'ai pas bossé. Ouh, alors là, j'aime autant dire que ici ça passe très moyen, parce que nous on prépare nos sujets, monsieur. Ouais, je suis désolé. C'était ma première et ma dernière fois. Ça n'arrivera plus. Je me souviens maintenant. C'est pas procédural et il y a 3 maps. Et c'est incroyable. J'ai eu la même illumination. Quelle mémoire quand même. Voilà. Donc voilà. Je sais même plus ce que je disais. Du coup, oui, non, le Jason, donc il a 4 pouvoirs qui se déclenchent au fur et à mesure du début du jeu. Donc la téléportation. Après, je crois que c'est le shift. Et si je puis me permettre, j'ai une question. Vas-y. Concernant, tu sais quoi, quand tu parles du jeu, alors c'est pas du tout ma cam d'une manière générale, et le jeu que je vais citer non plus, mais ça me fait vaguement penser à Evolve avec cette espèce de gameplay asymétrique avec un chasseur et d'autres personnes qui sont plus faibles. Vraiment, voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'en termes de game design pur, hein, pas du tout en termes de design de jeu. Evolve, la Vita, franchement, t'es au top. Je te remercie, ça me fait tellement plaisir. L'idée de base, c'est ça, ouais. Bah oui, alors moi j'ai jamais joué à Evolve, d'accord. L'idée de base, parce qu'effectivement, manette en main ou clavier en main, ça se joue pas exactement de la même manière. Ouais. Non, mais vraiment, oui, sur la structure, sur l'idée. Mais parce que de toute façon, il y avait des choses à faire avec ce Evolve qui me semblait raté. Ouais, de 300 balles de DLC, déjà, quand même. Ouais. Ils l'ont fait. Il y avait des trucs à faire, ils l'ont fait. Je suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Mais... Pour rappel, j'ai retrouvé le nom. Dead by Daylight. Tout à fait. J'allais te le dire, mais. Dead by Daylight, qui est à peu près l'équivalent, avec un gameplay un peu différent, mais quand même ça repose sur le même système. Mais alors, du coup, j'ai une question parce que c'est du multi asymétrique en coop, donc ça doit demander quand même une bonne coordination. Est-ce que c'est pas trop le bordel si tu joues avec des inconnus, tout simplement, quoi? C'est à chaque fois c'est le problème de toute façon des jeux multi, ça dépend ça dépend sur qui tu tombes. Là, c'est vrai que
dernièrement, on a fait pas mal de parties avec où tu joues avec des moniteurs qui eux-mêmes veulent te tuer. Donc là, oui, ça nique un peu le jeu, ou des personnes qui jouent pas le jeu, tu vois, qui font n'importe quoi. Et oui, ça c'est le risque. C'est pour ça que c'est Les mieux gens de qui font jouer. n'importe quoi en ligne. N'importe Ouais, quoi. mais ouais, je comprends pas. Et c'est pour ça que c'est plus on est de gens qui se connaissent et qui jouent au jeu, mieux c'est. Donc viendez les gens de Mad Movies. Est-ce que l'ambiance des films est respectée? Parce que c'est un peu l'argument de vente. Oh, bah écoute, oui, alors là, oui, enfin ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais tu retrouves, ouais, non, il est respecté l'ambiance. Tu retrouves la musique Ça a l'air d'être des films. un bon background, ouais, qui a l'air d'être assez respecté, mais Voilà. Après, il faut c'est savoir ça. que ce que j'ai dit au début, c'est que c'est un jeu qui est pas bien fini, quoi, il a énormément de défauts, mais malgré ça, il y a vraiment un énorme kiff et une envie d'y retourner régulièrement, quoi. Voilà. Ok. Vendredi 13. C'est noté. Si jamais la communauté des Bad Mother Players, nos hordes, nos milliers de fans ne savent pas quoi faire de cet été, eh bien rejoignez-nous et venez vous faire massacrer dans la grange en essayant de prendre la voiture. Il y a du crossplay ou pas? Je pense qu'on peut du remote play, tu veux dire? On peut jouer Non, sur du Vita, crossplay. ouais. Non, du crossplay. Je veux dire du crossplay. On est en Non, 2017. non, il y a pas de crossplay. Parce que, merde. ce serait dommage que les gens qui jouent à Vendredi 13 sur PS4 se fassent pervertir par les mecs du PC. C'est vrai que... Mais ouais, non, Toi, pas de crossplay. potentiellement, tu peux jouer en remote play sur Vita et donc jouer Vita contre PC. Ça devient un petit peu complexe, mais écoute, pourquoi pas. En même temps, vendredi 13 sur un écran de Vita, je ne suis pas certain, mais enfin, ça se teste. Hein. Bon, eh bien, écoute, Casey, merci beaucoup. Ça donne à peu près envie. Tu m'as l'air d'être un sacré Vita sceptique, Kéa, et ça, j'aime pas beaucoup, je dois t'avouer. Quoi, sceptique? Un Vita sceptique. Un Vita sceptique, je vais le dire jusqu'à ce que ça rentre. Écoute, je connais les fausses sceptiques, je ne connais pas les Vita sceptiques. On a réussi à pas faire de vanne encore sur la chanteuse de R&B, donc on va essayer de continuer comme ça. Écoute, stay classy, Matt. Bien, eh bien, écoute, Shin, puisque tu avais envie de parler, toi, tu avais un coup de cœur à nous donner. Je sais qu'il te tient à cœur. Il me tient à peu près à cœur aussi, et je pense que je vais craquer sous peu. Alors déjà, pour commencer, moi envie de parler, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, je ne comprends pas. Non, Alors, oui, alors, moi, mon coup de cœur, c'est pas vraiment un jeu, parce que c'est un peu surfait, tu vois, les jeux, c'est pour la plèbe. Moi, mon coup de cœur, mais en fait, si, mais non. Mon coup de cœur, c'est ce qui arrive, en fait, c'est depuis une semaine ou deux, à Yo Interactive et à Hitman en particulier. Puisqu'il faut savoir que jusqu'à récemment, le studio Yo Interactive, donc les développeurs danois de toute la franchise Hitman, sans exception, étaient dans le giron de Square Enix. Donc c'était plus. Pardon. Voilà. Et évidemment, après les résultats de la dernière année fiscale, le Square Enix a décidé de se séparer de Yo Interactive. Alors forcément. Ça a fait grincer pas mal de dents, parce que ça a laissé présager le pire. Pas du tout, je reste cool, je suis très calme. Eh bien, figurez-vous que c'est assez rare dans le monde du jeu vidéo, mais que, a priori, pour l'instant, non seulement c'est pas le pire, mais ce serait presque l'inverse. Puisque on a appris coup sur coup que Yo Interactive, donc déjà survivait en tant que studio indépendant, bon, ok, pourquoi pas. Il se trouve qu'ils ont conservé les droits de la série Hitman, de l'IP, donc plutôt bonne nouvelle, tu vois, c'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec un studio montréalais qui va te faire Hitman, je sais pas quoi. C'est du ski. Oui, voilà, Hitman fait du ski. Hitman contre les zombies. Voilà, ouais, c'est ça, voilà, Hitman coop, Hitman vendredi 13 et tout. Donc ça, bonne nouvelle. Et alors en plus, là, coup sur coup, ces 2 derniers jours, j'apprends quoi? J'apprends que non seulement IO Interactive peut continuer d'exploiter le dernier jeu en date, c'est-à-dire Hitman, sobrement intitulé Hitman, donc Hitman Reboot si vous préférez, mais que ils en tirent tous les profits. C'est-à-dire que en fait Square Enix est complètement hors du deal, si j'ai bien suivi. Donc si demain certains d'entre nous, je ne sais pas qui, se prenaient d'aller acheter le jeu, en dehors de la petite commission à Gabe Newell, notre maître à tous, le pognon irait uniquement à Yo Interactive. Votre maître, c'est pas mon maître. Oh, ah, si. C'est pas encore ton maître. Voilà. Il ne le sera jamais. Ouais. Parce que tu joues sur Vita, oui, bah ça c'est sûr. Mais moi je suis libre pour le coup. Et donc voilà, donc ça c'est plein de bonnes nouvelles
Et donc le jeu en ce moment sur Steam malheureusement j'ai été voir sur console, il est toujours aussi rush, mais sur Steam à l'heure actuelle au moment où je vous parle il est à la modique somme de 20 balles en intégralité, donc avec tous les épisodes machin patin couffin. Si vous êtes sceptique, ils ont mis une démo qui représente en fait, ils ont mis en ligne la démo, enfin rendu disponible plutôt, qui représente les deux niveaux didacticiels du début du jeu. Donc si vous voulez, si vous aviez des doutes et que vous voulez essayer, allez-y. Voilà, les deux niveaux de la démo, c'est vraiment un ton en dessous du jeu, mais ça donne quand même une bonne idée. Et alors, la dernière bonne nouvelle que personne attendait, mais qui est arrivée aujourd'hui, c'est que le DRM de merde qu'il y a dans le jeu, qui s'appelle Des Nouveaux, c'est un DRM, donc Qui a un DRM de merde. c'est presque pléonasmique de dire que ça casse les couilles pour rien, voilà. Ah, mais celui-là est particulièrement violent. Voilà, celui-là est particulièrement casse-couille. Eh ben, il a dégagé. Il a dégagé. Là, à l'heure où je vous parle, le jeu n'est plus sous Des Nouveaux. Alors, j'ai cru lire, par-ci par-là, qu'il arrivait que le DRM dégageait parfois pendant une manip malencontreuse des développeurs quand ils faisaient une mise à jour, et que donc à la mise à jour suivante, il revenait. Donc, c'est encore possible qu'il revienne, mais ce serait quand même une sacrée coïncidence. Donc là, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce que vous attendez pour aller acheter Hitman. Voilà, c'est tout. C'est quand même un cas quasi, enfin à ma connaissance, Ouais, c'est assez c'est quasi unique, unique comme situation. C'est même très surprenant de la part de Très Squeaks, surprenant. quand même, Mais au qui- moment où je vous parle, je suis toujours méfiant parce que, n'étant pas d'un naturel très optimiste, j'attends. Là, je suis content là quand je vous parle, mais il y a quand même une bonne partie de moi qui attend le moment où ça va finir en autre boudin, quoi, où il va y avoir un truc de bien de merde qui va arriver. Ouais, mais Mais quand bon. même, moi j'attendais l'autre boudin, parce que si tu veux, bon, j'ai pleuré quand Squeaks a récupéré IO. J'ai pleuré pour le premier Hitman, Hitman No Solution, développé Ouais, putain. pour Squeaks. J'ai pleuré quand ils ont lâché IO, et je m'attendais vraiment pas, et d'une, à ce qu'ils leur laissent la licence, et de deux, à ce que IO décide de partir dans le... Bon, en même temps, ça leur fait un peu de buzz, et ils vont avoir besoin de fraîche, mais c'est vraiment un deal assez unique dans l'industrie, quoi. Ça n'arrive, enfin, vraiment pas souvent. Bon, le jeu, toi, il me semble que tu l'as fait. Alors, franchement, Oui. moi depuis No Solution, j'ai boycotté, j'ai dit non. Ah oui, oui, non, mais No Solution, rien à voir. Non, non, non. Ça les vaut. Le le peu de trucs qu'il y avait, qu'on va dire, qu'on pouvait considérer comme des progrès de No Solution, j'insiste sur le peu, hein. Je vais le dire tout de suite, c'est le déplacement du personnage qui est un peu plus fluide. Je crois que c'est tout, parce que le reste, c'est de la merde. C'est le seul truc à peu près correct, donc. Voilà, et ben ça, c'est conservé. Et le reste, ça reprend la structure des Blood Money. Ouais, ouais, si, c'est... Non, mais si, c'est Bon. bien. Eh ben, C'est écoute, bien. Écoute, t'as une démo, mec, t'as la démo. il Tente sera la démo. mien, il sera mien. C'est un Hitman. Ça a l'air pas mal votre jeu de cache-cache. Ah, Hitman, écoute, Shop Hitman 2, Shop Hitman 4, Blood Money, et ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas encore fait, mais d'après les retours, ça pourrait bien me brancher. Non, enfin bon, Hitman, c'est une série qui est très chère à mon cœur, donc forcément, je ne suis pas totalement objectif, mais Les c'est fans un sont petit peu la fans, meilleure ça nouvelle. c'est ce qu'on peut dire ouais, d'Hitman. Il y a vraiment une base Bah, de grands fans de la série à l'origine. Ouais. c'est un jeu assez particulier. Enfin, moi, la meilleure description que j'avais entendue sur Hitman, c'était Maria Kalash, donc la reporter la testeuse de Canard PC, qui avait découvert la série sur, alors je ne sais plus, c'était peut-être Blood Money, et qui avait dit qu'au début ça la branchait pas parce que le grand chauve taciturne qui tuait des gens, elle n'était pas forcément cliente, et qu'en fait elle avait accroché à partir du moment où elle avait compris que c'était un jeu de réflexion maquillé en jeu d'action pour les garçons. Alors c'est du sexisme, mais D'accord. c'est un peu ça, parce que Non, mais fondamentalement c'est un ça, jeu de c'est réflexion. un puzzle game. Hein. C'est des puzzle games. Hein. Ah oui, oui, complètement, ouais. C'est des puzzle games en temps réel, si tu veux. Ouais. C'est ça. Ce que n'était pas Absolu Shit. Ce que n'était pas du tout Absolu Shit. Mais bon, Square Enix. Écoute, Square Enix, j'étais censé les mettre dans mes coups de boule, mais ils y échapperont cette fois-ci. Écoute, ils ont fait une session particulièrement classe. Mais il doit y avoir une compensation financière quelque part que nous ne comprenons pas. Bah En tout écoute, cas, c'est quand même étonnant. moi je suis très curieux de savoir c'est quoi, parce que si effectivement, au moment où on se parle, IO récupère tout le pognon sur les ventes futures du jeu,
Tu sais, je me serais dit, bon, Square Enix, ils disent on se désengage, on vous laisse la licence, mais en même temps, pendant, je sais pas, moi, un bail de 2, 3 ans, j'en sais rien. Mais même qu'ils Euh, leur laissent la licence, ouais, déjà. ça tient déjà du miracle. Bah, peut-être que les mecs de IO, au moment d'intégrer Eidos, alors là, on est que en conjecture, mais peut-être ils ont négocié ça béton quand ils ont intégré Eidos, et que du coup, avec l'arrivée de Square, ça pouvait plus être renégocié. Peut-être que quand Square est arrivé, bah ils ont fait des deals de ouf, ça existe, hein. Enfin, quand ça peut arriver, c'est risqué et tout, on C'est sait vrai. pas. Mais c'est vrai que ce serait très intéressant de savoir les dessous de cette histoire parce que c'est Peut-être que dans quelques temps, quelques mois, on en saura plus ou quand quelques les mois lancent ce j'en doute, délire. mais Quelques années, probablement. c'est vrai que c'est assez inhabituel de la part, on va dire de Square Enix, mais de n'importe quel grand Ouais, éditeur. non, ils sont De pas plus vils que n'importe quel gros éditeur, hein. Non, ils sont plus manches peut-être, mais plus vils, pas spécialement. Eh bien, écoutez, nous allons placer nos meilleurs éléments sur l'enquête, et comme on dit dans le secteur, affaire à suivre. Laissez la police faire son travail. Laissez la police faire son travail. Nous vous ferons un rapport lorsque nous aurons de plus amples informations. Merci. Et de toute façon, je suis sur le coup. Si j'apprends des trucs, je vous tiendrai au jus parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment très surprenant. Eh bien, pour ma part, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti déjà depuis 1 ou 2 mois, qui a une très bonne réception critique, mais d'après les informations que j'avais pu trouver sur SteamPie, alors je ne sais pas, il est sorti en multi, il est sorti sur console, évidemment on n'a pas les chiffres sur console. Sur SteamPie, c'était pas de la folie, malgré, comme je disais, les retours critiques dithyrambiques, et qui s'appelle The What Remains of Edith Finch. Donc que reste-t-il d'Edith Finch? Bien, c'est ça. Et pourquoi je le mets en coup de cœur? Bah, tout simplement parce que je pense que c'est un jeu qui fera date dans l'histoire des jeux vidéo, tout simplement, en fait. Je vous explique. C'est un jeu narratif, ce qu'on appelle maintenant un walking simulator, comme Firewatch l'année dernière, comme The Stanley Parable, comme D-Rester ou comme Gone Home. C'est-à-dire un jeu dans lequel qui ne demande pas spécialement de skill et qui va surtout mettre l'accent sur son histoire. Et pourquoi What Remains of Edith Finch est si bien que ça? Parce que je pense que c'est l'aboutissement en fait d'une démarche qui a commencé il y a un peu moins de 10 ans, je dirais 5-6 ans. Je sais pas si vous aviez joué au jeu de boîte qui s'appelait. Il y a eu quelques jeux indés. Il y a eu Tale of Tales qui a fait quelques expérimentations comme ça. Il y avait plusieurs indés qui essayaient de mettre l'accent sur la narration en fait. Parce que la problématique est toujours la même en fait quand vous essayez de raconter une histoire en jeu vidéo. Vous pouvez le constater dans tous les jeux, on va dire standards. Il y a un problème entre le rythme de l'histoire qui doit être assez fixe, enfin qui doit être relativement canalisé pour que le rythme de la narration soit fluide, etc. Et évidemment la liberté laissée aux joueurs. Donc dans les jeux traditionnels, on se retrouve traditionnellement avec des cutscenes à la con ou des murs de texte, enfin des choses comme ça. J'ai l'impression que tu ignores pas mal David Cage quand même, dans ton résumé là. Ah mais David Cage a fait partie. Alors bon, je suis pas fan de ses productions, mais ceci étant dit, sur le fond, je pense qu'il avait raison et qu'il fait partie de ce mouvement-là aussi, de développeurs un peu plus âgés qui voulaient tenter quelque chose, tenter d'utiliser le jeu vidéo pour faire vraiment une expérience narrative au niveau de ce qu'on peut trouver au cinéma, dans la littérature, etc. Alors c'est un nouveau genre et depuis quelques années ça se développe beaucoup. Il y a eu plusieurs expérimentations, plus ou moins réussies. Moi, tout en haut, je place Soma, qui reste un jeu relativement d'aventure traditionnelle, mais extrêmement axé sur sa narration. On a eu Firewatch l'année dernière, si ma mémoire est Firewatch bonne, était pas mal, mais Firewatch était, enfin, son histoire est, on va dire, relativement traditionnelle, quoi. C'est du roman américain, mais il était plutôt bien fichu. Stanley Parable était un peu vain et un peu, mais bon, il avait quelques bons moments. L'un des premiers un peu dans le genre, c'était pas D-Rester ou C'est quelque D-Rester, chose. ouais. Ouais, qui était un mode qu'est-ce que je dis? C'était un mode d'Half-Life 2, si je dis pas de bêtises. Il me Euh, semble. Ouais. mais qui avait un énorme problème parce que justement, c'est de lui que vient l'expression walking simulator, parce que histoire de pouvoir placer le rythme, si tu veux, tu avais une voix off qui te sortait l'histoire, mais du coup tu ne pouvais pas courir, si tu veux, histoire de synchroniser la narration avec ce que tu étais en train de faire. En fait,
le rythme t'était imposé. T'étais obligé de passer par là. Tu étais obligé de marcher, ce qui était très chiant. Donc en gros, à part avancer, tu n'avais rien à faire. Et Un peu trop balisé, c'est ça. ah, c'était complètement rigide. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, tu maintenais ton stick tout droit, tu pouvais le caler avec du scotch, ça marchait aussi bien. Bon, c'était intéressant, mais là, il y a eu quand même plusieurs progrès de fait et déboule What Remains of Edith Finch. Et là, je pense, en fait, qu'ils ont trouvé la formule, l'équilibre pour faire quelque chose de complètement réussi. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est pas le premier, mais c'est l'aboutissement des expérimentations qui sont venues avant. Et celui-ci, il est réussi. Et pour moi, il marque le début d'un nouveau genre de jeu, en fait. C'est assez curieux parce que le jeu narratif, dans son gameplay, est relativement casu, mais enfin, j'ai jamais vu de gamer râler sur les jeux narratifs parce qu'ils comprennent que bah, le skill n'est pas le but. C'est vraiment quelque chose qui essaye quelque chose, enfin, une nouvelle formule. Et je pense qu'Edith Finch y parvient. Alors bon, je vais vous faire le pitch un peu de l'histoire, histoire qu'on sache de quoi ça parle. Dans Edith Finch, vous incarnez une jeune fille d'environ 17-18 ans qui revient dans sa maison d'enfance, dont elle est partie en catastrophe il y a quelques années accompagnée par sa mère. Sa mère lui a envoyé les clés, lui a laissé les clés avant de mourir, et donc elle retourne dans cette maison pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elles sont parties en catastrophe. Et donc tout le gameplay, c'est que vous allez visiter la maison, vous allez visiter les différentes pièces. Dans chaque pièce habitait l'un des membres de la famille Finch, qui avait beaucoup de monde, et vous allez revivre le plus souvent les derniers instants de cette personne, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts quand même, ou vous allez revivre un moment de son histoire, en fait. Vous allez vous faire toute la famille comme ça, et à chaque fois, vous allez rejouer en phase de gameplay ce qui est arrivé à cette personne-là. Donc vous allez découvrir tout l'arbre généalogique, et vous allez avoir un gameplay assez varié en visitant toutes les pièces de la maison. Et là où c'est extrêmement réussi, en fait, Edith Finch, c'est un jeu qui est vraiment sur le fil, qui a un équilibre rare. Déjà dans ce qu'il raconte, on dit souvent qu'un jeu est mature, là c'est vrai. C'est vrai parce que ça aborde des sujets vraiment pas faciles, des sujets adultes, de quadra ou plus. Ça le fait très bien. C'est toujours à la limite, ça pourrait être extrêmement glauque en fait comme jeu. Mais ils parviennent à s'en sortir dans la narration, dans la poésie, dans le côté un petit peu décalé. C'est vraiment, il y a des scènes vraiment marquantes. Donc là, faut pas spoiler, mais il y a franchement plusieurs personnages dont l'histoire vous restera en mémoire très longtemps. Et ils ont réussi aussi à faire, alors le design environnemental qui est très important pour ce genre de jeu est nickel, aux petits oignons, et même au niveau du gameplay. Déjà, ils sont partis sur une idée assez géniale, c'est-à-dire au lieu de te raconter quelque chose, ils te le font jouer, à chaque fois. T'as toujours besoin de la manette. Ce sont toujours des manipulations simples, mais ils adaptent le gameplay à chaque séquence, en fait. Tu ne vas pas faire la même chose, tu vas devoir trouver, en fait, quoi faire pour suivre la vie de cette personne, de la famille Finch. Donc, à chaque fois, ça réinvente un gameplay extrêmement simple, mais que tu découvres par toi-même, et tu ne t'ennuies en fait jamais. Le rythme est impeccable, ça dure 4 heures maximum, et franchement, je pense que c'est un jeu important, parce que pour moi, le genre jeu narratif commence maintenant. Là, il y a eu des expérimentations, et là, il a son maître étalon, on va dire. Je pense vraiment que c'est le meilleur. C'est pas des inconnus, hein, puisque c'est des mecs qui avaient fait The Unfinished Swan, auquel je n'ai pas joué sur PS3 ou PS4, c'était quoi déjà PS3 de mémoire. Moi, je pense. Hein. Ouais, 3. Ouais. Auquel j'avais pas touché du tout, qui avait l'air pas mal, mais là, enfin, ils ont vraiment bien réfléchi leur truc. Et franchement, si vous voulez, Unfinished Swan portait très bien son nom, il n'était pas terminé. ouais. Tandis que là, ce qui reste d'Edith Finch est vraiment pensé de A à Z, il est terminé, et vraiment, c'est une expérience que je conseille de faire, parce que, à mon humble avis, ça restera dans l'histoire du médium comme le démarrage de quelque chose, quoi. Moi, c'est vendu. Hein, Ouais, tu m'as bien saucé, d'autant que je pourrais y jouer sur Vita. Hein. Mais Sur quoi Sur Vita. La chanteuse. ah, non, on avait dit qu'on la ferait pas. On y est. Ouais. Ouais, mais c'est moi qui l'ai dit, pas le droit de toucher son père et tout. Alors, pas le droit de... Ouais, non, je ne vais pas rebondir là-dessus. Et
Non, mais ouais, vachement. Pourtant, je suis plutôt sceptique moi, je suis plutôt sceptique sur les walking simulators, pour être honnête. Même ceux qui me font de l'œil, j'y ai pas encore touché. Enfin, les genre Firewatch ou tout ça, mais c'est vrai que celui-là, entre toi et j'ai entendu aussi d'autres descriptions, il est vraiment très intriguant. Écoute, tous les retours des Madnotes qui ont testé, qui s'y sont mis, là, je crois qu'on fait à peu près l'unanimité. Hein. Mais bon, c'est Ouais, difficile mais d'en dire du mal. ils ont l'unanimité pour dire que RE6 c'est un chef-d'œuvre aussi, les gars. Donc, Ouais, c'est vrai, mais c'est exact. Mais non, mais si tu dois n'en faire qu'un, fais celui-ci parce que c'est le meilleur, déjà, point barre. Au moins, comme ça, tu seras fixé. Et j'ai même envie de dire que c'est quelque chose qu'on peut parfaitement conseiller à quelqu'un, justement, qui n'aime pas les jeux vidéo ou qui a des préjugés sur les jeux vidéo, parce que ça reste simple à manipuler. Et bon, là, je pense que, voilà, il y a quelques scènes, ça mettra tout le monde d'accord. Hein, c'est T'avais pas... testé Gone Home, Kia? Parce que c'est un... Ça m'a fait penser à ça aussi au Oui, début. j'espère que parce que non. le pitch J'ai est pas très joué à Gone similaire. Home, mais j'ai vraiment pas envie. Gone Home, ça me dit vraiment rien du tout. Là. Moi, j'ai pas réussi à m'y accrocher, en fait. Gone Home, j'y ai joué, je l'ai terminé. Hein. Alors, le pitch est le même, le gameplay n'a rien à voir. D'accord. Gone Home avait plusieurs problèmes à mon sens, c'est-à-dire que déjà Gone Home, l'histoire était c'est très américain, c'est un point de vue très américain. Ça abordait un problème de sexualité, de jeunes, d'adolescents, et ça en faisait une montagne en version très très américaine, ce qui fait que c'était quand même assez décevant. Enfin, je sais pas, soit je suis plus ouvert. Enfin, ça, si tu veux, la révélation finale qui était censée plonger la famille dans l'horreur et la consternation m'a fait l'effet je sais pas, d'une crêpe qui tombe par terre, genre tout ça pour ça. Techniquement, il était aussi assez moche, hein, faut le dire. Ouais. Et mais par contre, Gone Home avait de bons côtés qui sont repris un peu là, c'est-à-dire que dans son level design, tu vois, pour accompagner le joueur et te canaliser vers un parcours prédéfini sans que tu t'en rendes trop compte, là-dessus, il était assez fort. Et il a été pas mal repris depuis, justement, quoi. Le level design était plutôt bien pensé. Mais bon, Gone Home, moi, j'ai pas aimé. Je connais beaucoup de gens qui ont vachement accroché, mais bon, pour moi, il y a même pas photo, quoi. Gone Home, comme dit, j'y ai pas touché. J'ai la désagréable sensation, du coup, je te pose la question des fois que son thème, justement, que tu viens de mentionner, j'ai la désagréable sensation, en fait, en fait, il a ça pour lui. Parce que parce que ça se fait déjà pas beaucoup maintenant, mais à l'époque ça se faisait encore moins dans le jeu vidéo d'aborder ces thèmes-là. Et j'ai l'impression qu'en fait c'était voilà, on parle de ça, on est des génies quoi. Enfin j'ai un peu l'impression que c'était ça. Ça se résumait à ça, ou c'est trop réducteur. Écoute, j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que visiblement, il a aidé quelques adolescents à travers le monde à mieux assumer certaines choses. Donc on peut pas lui enlever ça, hein, c'est déjà bien. Bon, il se trouve que moi c'est un thème qui m'a fait ni chaud ni froid. Mais ceci étant dit, alors il y avait il y avait aussi un petit problème avec Gone Home. Je dis en passant parce que je me rappelle, ça m'avait un peu choqué parce que quand même la morale du jeu pour un parent qui aurait fait Gone Home, c'était quand même lis le journal intime de tes enfants, scanne leur Oui. disque dur, vérifie tout parce que tu vas louper des trucs sinon. Et franchement, je plains les mômes dont les parents auront fait le jeu. Parce que là, je vais te dire, les liens YouPorn, ils vont dégager, mais très très vite, quoi. Mais la navigation privée, putain, ça existe. Ouais, bah, Il faut faire des campagnes de sensibilisation pour ça. je suis assez d'accord. Il faudrait faire un jeu narratif. Bon, et bien, messieurs, écoutez, c'était les coups de cœur de l'équipe. C'était formidable. Vous avez donné envie de jouer à tout. C'est Surtout à la Vita. Tout sur Vita. Moi, j'ai envie de demander. Je propose qu'on envoie une pétition à tous les éditeurs. On veut un portage Vita pour tous les jeux, pour Vendredi 13, pour tout. Ça sera le futur. Eh bien, en attendant, voici venu l'instant que vous attendez tous. Il est là, en direct de ses toilettes. Il nous a enregistré une petite chronique en rapport avec le thème de cette émission qui est donc, je le rappelle, Platinum Games. Il vient nous parler d'un jeu auquel j'ai joué, mais on débriefera peut-être un petit peu. Je pense que les avis seront assez tranchés sur la question. Mais c'est la pastille de Chuck. Salut, c'est Chuck à Pic, toujours au même endroit. Bon, aujourd'hui, pour rester un petit peu dans le sujet, je vais m'intéresser au cas God End.
Wow, got quite a pair to pick that. Ça vous dit qu'on fasse la partie Wikipédia dès maintenant, comme ça c'est expédié? Ok, alors, God End est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2 fin 2016 au Japon, début 2017 en France. God End, c'est développé par le studio Clover. Bon, Clover, ils ont pas tenu très longtemps. Le studio a développé des jeux entre 2003 et 2007. On peut citer à leur actif les Beautiful Joe, Okami, et donc leur barreau d'honneur, God End. Le point commun entre ces trois jeux, c'est simple, ce sont des jeux cultes. Et des jeux qui se sont plantés, ça va souvent ensemble. Ce qui explique la courte durée de vie du studio. Mais ça va, ils avaient de la ressource, et il me semble que le producteur du studio, monsieur Atsushi Inaba, a su embarquer avec lui quelques noms prestigieux comme Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, ou encore Hideki Kamiya, papa de Devil May Cry, pour fonder un tout nouveau studio fin 2007, dont le nom m'échappe là à l'instant, mais je compte sur vous pour le retrouver. Au passage, ce studio ferait l'objet d'un super podcast. Je dis ça, je dis rien. Shinji Mikami donc, parce que c'est un peu de lui dont il est question. Après le développement chaotique de Resident Evil 4, qui s'est étendu sur 5 ans, le Shinji, il est crevé. Avec sa team, il décide de se taper un bon gros délire. Son constat est que les jeux d'action sont trop tournés vers les armes à feu. Il est temps de remettre le bourre-pif au goût du jour. Dont acte avec la venue du bien nommé God End. I love it. Dans God End, on incarne Jin, un guerrier qui a le don du God End, un point surpuissant, lui seul capable d'arrêter le démon Angara qui vient foutre le sbeul sur notre belle planète bleue. Dans God End, on se balade dans un monde post-apocalyptique, entre le western, la foire du trône et Ken le survivant. Ken le survivant donc, qui d'après Mikami n'est absolument pas une source d'inspiration pour le jeu. La dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour la ressemblance troublante entre Alone in the Dark et Resident Evil. Mais tu es de tout pardonné Shinji, parce que God End, c'est trop bien. C'est un jeu de malade, et un jeu malade un peu aussi. On va pas se le cacher, pour un jeu de 2007, il est franchement laid. Disons qu'il compense son manque de finesse et de texture par un univers complètement taré. Le jeu fait exploser le lien inavoué entre Mad Max et la Gay Pride, et on se retrouve vite à faire face à un défilé de bikers façon Village People, des punks cul-nus et des démons chorégraphes. Le jeu ne se soucie même pas de la rupture de ton, c'est une grosse tornade qui alterne les blagues grasses, sorties de route et autres confrontations épiques sans aucun souci de rythme ou de vraisemblance. Un joyeux bordel en somme. Manette en main, il faut savoir que God End est un jeu dur. Ça se présente sous la forme d'un beat'em all dans une succession d'environnements. Sauf que c'est Mikami à la barre. Le perso se conduit donc comme un tank. C'est rigide, c'est très dense, mais c'est d'une précision assez dingue. Qui dit gameplay précis, dit d'énormes marges de progression en cas de persévérance. Essayez de vous lancer dans le mode difficile après avoir torché le jeu en normal, juste pour qu'on rigole un peu. What? You need me to hold your hand or something? Je vais pas m'étendre plus que ça sur le jeu, déjà parce que God End c'est un délire qui se vit, et surtout qui se joue. Mikami s'est payé un gros troll, une sorte de brouillon de ce qui donnera plus tard Vanquish, un petit frère plus mainstream dans la forme, mais tout aussi jusqu'au boutiste manette en main. Alors avant de vous quitter, parce que pour tout vous avouer mes chiottes deviennent un petit peu anxiogènes, je vais juste citer quelques arguments pour donner envie à ceux n'y ayant jamais touché de se jeter sur une copie du jeu. 5 arguments, ça vous va? Argument numéro 1. Dans God End, un des boss est un sosie de Léon dans Resident Evil 4. Les développeurs ont tout simplement recyclé le modèle. Donc tu peux poutrer la gueule de Léon, gratos, et ça fait du bien. Argument numéro 2, dans God End, tu peux littéralement envoyer tes ennemis dans les étoiles après un coup bien placé. Dans God End, il y a un groupe de boss qui sont des versions toutes péraves de Beautiful Joe, du même studio. Des petits vieux en habits de super-héros qui viennent régulièrement te faire chier dans ton aventure, et c'est génial. Ah oui, et dans God End, on peut faire des courses de chihuahua. Voilà. Et enfin, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, la musique, signée Masafumi Takada, est absolument irrésistible. À la manière d'un Deadly Premonition, il fait beaucoup pour permettre au public d'accrocher à la tonalité très particulière du jeu. Petit exemple en vrac. Power of my God hand, no evil doer will get past. Hand to hand, or fist to fist, kick the nuts or twist your wrist. God power keeps my pimp hand strong, so trust me or you won't last very long. Dragon kick your ass into the Milky Way. Milky Way. Don't act like you don't like the Bulbasaur. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm, the summon of the powers of the God hand. Bon, je sais pas comment vous convaincre, alors jetez-vous dessus. À l'image d'un Conquer Bad Fur Day, dont j'ai parlé la dernière fois, ça serait dommage de passer à côté d'un studio qui pète son câble. La petite pépite de Mikami rend totalement accro, c'est à pleurer de rire, et je pense perso que ça serait dommage pour vous de vivre une vie sans God End. Je vous embrasse, et je fais un check interpastille à Charcooks. À bientôt. That you rest, if it's
too much will grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God Hand. Eh bien, voilà, God Hand, dites-moi tout. Qui parmi nous y a touché? Qui parmi nous l'a fini? Malheureusement, je l'ai jamais essayé. Je l'ai essayé plein de fois. J'ai commencé et je reconnais les immenses qualités du jeu, mais j'ai jamais réussi à passer le deuxième niveau. Mais un jour, j'y arriverai. Je l'ai lancé récemment, je n'ai pas eu le temps de le terminer, puisque sa réputation de jeu un peu hardcore n'est quand même pas usurpée, il faut le dire. C'est clair. Et Mais très clairement, il est frustrant, surtout aujourd'hui, mais ouais, t'as envie d'aller au bout. Moi, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de faire. Je sais pas, je le ferai peut-être par petite touche, ou peut-être qu'un jour je me dirai, allez, vas-y, on s'en branle, on le fait. faut s'accrocher. Maintenant que je peux essayer sur Stick Arcade, tiens, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu spécial. Hein. Il reste assez chum aujourd'hui, mais c'est quand même particulier. On aura l'occasion de rentrer un peu plus en détail dedans. Un jeu qui fait T'inquiète. débat, affaire à suivre. Eh bien, messieurs, voici venu le moment de notre troisième segment. Nous avons été très gentils, nous avons fait des bisous à des jeux que nous aimions bien, mais on s'appelle les Bad Mother Players, donc on n'est pas là pour passer de la pommade. Messieurs, les coups de boule. Putain, vous me faites chier! Ils font chier tous ces cons là! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain! Qu'est-ce qui nous a fait chier? Qui sont les boulets du mois? Qui sont les winners à qui on a envie d'envoyer un petit taquet derrière la tête pour leur expliquer que bon, on n'est pas chez Mémé. Allez, écoute, Shin, t'avais l'air chaud, vas-y, commence. Très bien. Écoute, le coup de boule du mois, c'est pas très récent, mais c'est un petit jeu dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle Fallout 4. Ah, effectivement. Fallout 4, donc sorti à l'automne 2015, développé et édité par nos amis de Bethesda, et pas nécessairement un mauvais jeu en soi, enfin pas un très mauvais jeu du coup, certainement pas un très bon jeu par contre. Je vais juste vite fait commencer par dire ce qui va bien dans Fallout 4, comme ça ce sera fait. Les bastons sont bien, c'est-à-dire les armes ont de la patate. Quand tu tires sur une goule ou un truc comme ça et que les membres ils s'arrachent, c'est rigolo. Mais c'est tellement rigolo, peu de temps, excuse-moi de te couper, c'est vrai que Fallout 4, mais oui. Bon, Pardon, non, on y viendra, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Fallout, c'est pas Doom, quoi. Ouais, on y vient. Et donc oui, voilà, c'est toujours sympa, il faut le dire, de voir une goule s'approcher de toi et de lui cisailler les deux jambes sans lui avoir niqué tous ses points de vie, et de la voir ramper comme une merde. Ça c'est très bien fait, c'est très bien réussi. Ah si, le crafting du jeu aussi est très cool. Bon, si t'aimes pas le crafting, tu l'as dans le cul. Si t'aimes pas la baston, tu l'as dans le cul. C'est un petit peu le problème d'ailleurs du jeu, hein. On va pas se mentir, c'est un peu l'objet du coup de boule. Donc voilà, le crafting, de faire des flingues et tout. Okay, mais alors, les bons côtés, c'est fait. Qu'est-ce qui va pas dans ce jeu? Eh bien, c'est que ça ferait un très bon spin-off de Fallout en fait. Mais ça fait très mal au cul de voir que que ça devient une suite à Fallout 4, puisque c'est-à-dire que le fait que ce soit clairement orienté action, c'est chiant parce que c'est que ça en fait. Et comment dire, ça mais on n'a pas le choix en fait. Voilà, il y a pas le choix. Pour expliquer vite fait aux gens, les Fallout en dehors du 3, mais j'y reviendrai. Ce sont des jeux de rôle qui n'usurpent pas leur nom, et que évidemment de temps en temps ça va friter, mais si vous êtes un perso qui décide de la jouer plus diplomatique ou un peu finaude ou quoi que ce soit, justement quand ça frite, c'est que ça a déconné, c'est pas la norme. Et généralement le personnage est vraiment désavantagé dans ce cas-là. T'évites la baston parce que ton personnage n'est pas fait pour. Sauf si t'as fait un personnage orienté baston à ce moment-là. Oui, absolument. Non, mais je suivais le cas que mais ce qui est très rafraîchissant dans ces jeux, parce que voilà, tu regardes tous les RPG modernes ou moins, tiens, Bethesda on va parler des Elder Scrolls et tout.
Ça reste des jeux où même si tu peux faire plein de persos différents, à la fin, ça va tous tourner autour de la façon qu'ils vont avoir de buter des gens. Voilà. Il y en a, ils vont arriver, ils vont les stabber. Il y en a, ils vont arriver, ils vont leur crier dessus et les bâcher à coups de bouclier. Il y en a, ils vont leur envoyer des boules de feu, ou des flèches. Mais à la fin, le but du jeu, c'est de buter les méchants. Enfin, c'est de buter tout ce que Oui, tu tandis croises. que dans Fallout, tu pouvais tout mettre sur le charisme, par exemple. Voilà, tu pouvais tout mettre sur le charisme, donc du coup, ça fait que ça t'empêchait pas nécessairement d'éviter, enfin comment dire, ça t'évitait pas nécessairement des bastons, mais en fait, si t'es bon en charisme, t'es capable de recruter plein de gens en leur disant, ça te dirait pas de venir avec moi et de te prendre des balles à ma place. Et là, les gens en général, ils le faisaient, et ça marchait bien, ou alors tu pouvais les convaincre. Comme chez nous. Et t'as plein de trucs comme ça. Il y avait des moyens. Fallout New Vegas, c'est un des meilleurs exemples. D'arriver, si t'as fait une tête d'œuf qui déchire en informatique, il y a des chances que d'une manière ou d'une autre, une situation qui paraît inextricable avec des gros malabars en face de toi, et ben en fait, mettons que je sais pas, tu vas peut-être trouver un PC à côté qui va activer des mesures de sécurité contre eux, ou tu vas trouver un robot à moitié cramé mais que tu vas pouvoir réparer parce que t'es capable et qui va aller faire le boulot à ta place. Et dans celui-là, Ou t'as carrément. vraiment Si- que dalle. Non mais alors, non vraiment. Alors, on va mettre carte sur table. Je n'ai pas encore été très très loin dans le jeu. Mais je puis vous dire que, à l'instar de son ancêtre Fallout 3, les quêtes, ça se résume à, écoute, il faut aller là, il y a un problème là-bas, en fait, le problème, c'est que bah, tu vas voir qui des pillards, qui des créatures ou quoi, il faut les vider, c'est tout. Ah merde. Il y a pas... Va tuer des araignées. Ah non. Voilà, c'est ça, et c'est que ça. Enfin, pour l'instant, c'est que ça, et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment que ça. Il n'y a pas moyen d'esquiver ça avec des jets d'intelligence. Enfin, je voudrais, attends, j'écoute ta question après. Je voudrais rappeler que dans le premier Fallout, et même dans le 3 d'ailleurs, qui pourtant était assez décrié pour son côté un peu bourrinifiant, le 3 de Bethesda, mais ça je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai un coup de gueule aussi là-dessus. Dans Fallout 1 et donc dans Fallout 3, peut-être même dans le 2, mais j'avoue que j'ai pas été au bout du 2 encore. Le boss final, ou le grand méchant, il était tout à fait possible si t'avais assez d'intelligence, ou même si c'est pas d'intelligence, ça va être un bon score en d'autres trucs, comme ça peut être de la technique, ça peut être, j'en sais rien, de la mécanique, etc. Tu pouvais en fait contourner le combat comme ça. Enfin, le contourner même pas, c'est-à-dire tu terminais le jeu propre et net, mais simplement grâce à l'intelligence de ton personnage, tu pouvais passer au travers. Là, c'est mort. Là, l'intelligence, je vous explique, ça sert euh, à avoir plus d'XP, voilà, ça a toujours été le cas hein, dans les Fallout, mais voilà, tu butes un ennemi, tu gardes plus d'XP, tu réussis une quête, tu gardes plus d'XP, et c'est tout. Et après, ça sert à débloquer de nouvelles perks qui sont liées à l'intelligence, puisque le nouveau système de perks du jeu fait qu'en fait, si tu veux acheter une perk, donc c'est des capacités spéciales du genre plus de critique avec tel type d'arme ou ce genre de truc, qui sont liés à la fois à ton niveau, donc le niveau du perso quoi, et au niveau de ton spécial. Donc le spécial c'est la force, l'agilité, le charisme, etc., etc. Donc par exemple, si tu veux être capable de pouvoir développer tes propres engins de fission nucléaire, non seulement il va te falloir un certain niveau pour mettre le truc à donf, mais il faut en plus que tu aies au minimum 9 d'intelligence, sinon tu pourras même pas investir dans cette perk-là. Ça, à la limite, c'est relativement bien foutu. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que tout ça n'est mis au service que de la baston, quoi. Comment tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont barrés ou ils se sont dit, ouais. C'est très cool que tu fasses ça, parce que tu me donnes une super transition C'est pour parce pouvoir qu'Oranix chier qui produit quand même. sur... alors, le problème, c'est que la franchise a été reprise par Bethesda Ouais. au moment du 3. Et ces mecs-là, donc c'est des gens qui font les Elder Scrolls, n'ont rien à voir à peu près avec... c'est juste l'histoire d'une boîte qui a racheté les droits d'une autre franchise. Donc ils savent faire des mondes ouverts un peu... Enfin, ils savent les faire, je veux dire, ils savent les faire, mais ils savent pas les faire sans bug. Mais ça, c'est autre chose. Mais ils savent faire des mondes ouverts et tout, parce que c'est un peu leur fond de commerce. Ils savent faire des RPG, donc des systèmes de RPG machin et tout, ça c'est pas un problème. Mais malheureusement, ils savent pas écrire. Ils savent pas écrire en fait. C'est Enfin, un surtout problème comparé. c'est un problème pour un jeu de rôle en général et pour un Fallout en particulier. Surtout quand tu compares avec les mecs d'Interplay qui sont maintenant des gars d'Obsidian, qui sont à peu près exactement à l'inverse. Et donc tu demandais comment ça se fait, bah, moi je t'explique, c'est que Fallout 3 est sorti il y a une bonne dizaine d'années de ça maintenant.
Il a eu un gros succès. À n'en pas douter sur son nom, mais aussi à n'en pas douter parce que, comme je dis, c'était un jeu qui, mine de rien, c'est la première fois que tu joues un Fallout en 3D avec le FPS et tout. Ça a dû attirer pas mal de public nouveau aussi comme ça. C'est pas un mauvais jeu non plus, comme Fallout 4 n'est pas un mauvais jeu en soi non plus, mais c'est un très mauvais RPG par contre. Et l'avis que j'ai, c'est que les mecs se sont dit, écoute, on a la flemme, on n'est pas doué pour écrire des trucs un peu complexes, pour récompenser l'intelligence du joueur, voilà, c'est pas leur cam chez Bethesda. On l'a pas fait pour Fallout 3, ça a bien marché. Donc Fallout 4, en fait, on les emmerde et on continue comme ça. Ce qui est très 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 emmerdant, c'est qu'entre temps, il y a eu Fallout New Vegas, qui est un spin-off du 3. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup. Qui lui était piloté par Obsidian. Ah. Qui est en gros, qui a reçu des avis dithyrambiques des petit conseil à tout l'auditoire. Dès que vous voyez marqué Obsidian sur la jaquette d'un jeu, alors déjà, faites gaffe à ce qu'il soit pas sorti dans les 2 ans, parce que si c'est le cas, évitez, parce que de toute façon, il sera buggé. Mais une fois les 2 ans passés et tout ça, il faut foncer. Alors, Alpha Protocol, je les cite, le KOTOR 2, donc les Pillars of Eternity, Tyranny, là, récemment. Ces mecs-là, ils savent écrire des jeux. Ils savent, récompenser l'esprit d'initiative du joueur. Ce qui est complètement pas le cas de Fallout 4 et de Bethesda, je veux dire. C'est dans Fallout New Vegas, tu avais une quête. Déjà, il y avait plusieurs factions qui étaient en place. Et en fait, les factions avaient des quêtes entre elles qui s'entrevêchaient, si tu veux. Et forcément, t'allais pas pouvoir faire tous les objectifs que toutes les factions voulaient. Mais il y avait un système qui fait que t'étais vraiment capable de faire. T'étais vraiment capable de pouvoir en fait faire le jeu à ta sauce, c'est-à-dire dire j'avantage lui, là je fais ma pute, genre je leur mets un couteau dans le dos mais ils savent pas que c'est moi, et le jeu suivait en fait ça. Donc c'était super cool. Le jeu s'est moins bien vendu que le 3. Parce qu'il est sorti trop buggé, j'imagine. Et là, malheureusement, Bethesda arrive avec Fallout 4 et ils te sortent un super jeu d'action en monde ouvert, mais c'est tout. Voilà. Et c'est très très décevant. Et j'aurais beaucoup à dire, mais je vais pas m'attarder beaucoup plus que ça, parce que sinon, on en aura perdu. Ouais, très bien. Donc, ouais, effectivement. C'est intéressant en tout cas. Ils auraient mieux fait de splitter, en fait, de faire une série à côté, en mode action. Presque, ouais, une sorte de spin-off, ouais, tout à fait. Ouais, mais ils pouvaient pas vendre sur leur nom. L'autre truc qui fout les boules, c'est que Obsidian, après la sortie de Fallout 4, ils ont dit ah ouais, mais faire un peu comme on avait fait avec New Vegas, mais avec Fallout 4, écoute, ça nous dérangerait pas et tout. Et à ce qu'on sait aujourd'hui, c'est sans suite. Ça me fait un peu chier. Parce que un petit Fallout 4.5 là. On a vu sur les internets effectivement que la communauté pleurait et brûlait des cierges tous les jours pour espérer leur retour aux affaires, mais bon, nous verrons bien. Vu le succès, je sais pas, est-ce qu'il a bien marché le 4 ou pas ? Il a surcartonné. Il a surcartonné, c'est ça qui est triste. Et surcartonné, alors attention, on parle d'un jeu donc vendu 60 balles. Bon, évidemment, il était pas fini à sa sortie. Mais bon, ça c'est Bethesda. Alors, pour être honnête, comme je disais tout à l'heure, Obsidian, ils valent pas mieux, voire pire. Ils sont pires, mais au moins ils ont le respect de ne pas corriger leurs bugs. Ouais, exactement, parce que Alpha Protocol, j'aime autant vous dire que les bugs sont respectés. Au moins. Mais oui. Donc la version Vanilla sur toute sa vie, et c'est quand même un sacré plaisir. C'est ça. Au moins les mecs savent écrire. Ouais, ils peuvent parler. Moi, j'ai eu là, Fallout 4, il est patché de ouf, avec le PNO et tout, je suis déjà passé au travers d'un plancher. Hein. Excusez-moi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Oui, bon. Non, voilà, donc le jeu 60 balles à sa sortie, ou 70 balles, avec un Season Pass, mes chers amis, à 60 € je crois, ou un truc comme ça, donc... Et le jeu a méga bien fonctionné, parce que qu'est-ce que c'est dur de vivre avec des cons, et résultat, voilà, à mon avis, du Fallout 5 en mode Doom, on va en prendre plein la gueule, voilà. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, ok, écoutez, Casey, remonte-nous donc le moral, distribue une baigne, est-ce que quelqu'un t'a gonflé à ce point-là ? Vas-y. Alors bon, c'est un petit coup de gueule, mais en fait c'est un coup de cœur déguisé, j'annonce tout de suite la couleur. Quoi ? En fait, remboursé. Ouais, je suis comme ça. Et en plus, ça a un petit lien avec ce qui a été dit avant, donc c'est assez rigolo. Donc moi, je veux parler d'un jeu qui s'appelle Prey.
Voilà, le coup de gueule, c'est que je trouve que j'estime que ce jeu a pas trouvé son public et qu'il a pas eu le succès qu'il méritait. Ouais, il a fait partie de tous les AAA là qui sortent depuis 6 mois et qui se rétament systématiquement sans trouver leur public, ouais. Alors qu'il a eu de très bons avis critiques si j'ai bien suivi. Ah bah ouais, je crois qu'il a eu de bonnes reviews le jeu. Ouais, dithyrambique, quoi. Je pense qu'on peut le dire. D'habitude, j'achète les jeux quand je lis les reviews, mais celui-là, j'avais juste acheté parce que j'avais fait la démo et j'avais trouvé ça cool en fait. Donc j'ai pas vraiment lu les reviews après. Et en fait, voilà, moi j'ai trouvé ce jeu complètement dingue en fait. Et je pense que le problème qu'il a eu, c'est qu'il a été mal vendu. Je pense qu'il a été un peu vendu comme un gros jeu d'action, un gros FPS d'action, alors que c'est autre chose en fait. C'est un jeu d'exploration avant tout et surtout. Et t'as dit un truc plutôt pas mal que j'ai bien aimé, que j'ai noté du coup juste avant Shinto. T'as parlé de récompenser l'esprit d'initiative du joueur et plus généralement de faire confiance à l'intelligence du joueur. Et Prey, c'est exactement ce que fait ce jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va te mettre à disposition plein d'outils assez originaux. Par exemple, un pistolet à colle qui fait des gros pâtés et que tu tires sur un mur, bah tu peux presque te faire un escalier et accéder donc à des niveaux a priori auxquels tu pouvais pas accéder, faute de cartes, de passes et tout ça. Et ça, c'est un tout petit exemple, mais c'est multiplié à vraiment pas à l'infini, parce que bon, le jeu a une durée de vie qui est scalée, mais il y a énormément de trucs à faire. Moi, je crois que j'ai passé quand même une 60aine d'heures sur le jeu, alors qu'il peut se finir très très vite, juste parce que dans toutes les zones dans lesquelles je me promenais, je voulais accéder aux endroits où je pouvais pas aller. Et à chaque fois, il y avait une petite astuce pour y arriver. Je peux donner quelques exemples. À un moment donné, on arrive dans une morgue. Elle est donc fermée. Il y a une porte où il faut un pass, mais j'ai pas le pass. Et on peut voir par une fenêtre qu'il y a un petit interrupteur près d'une porte. Et je me dis, mais attends, j'ai cette petite arbalète là qui tire des petits trucs en caoutchouc. Est-ce que je peux toucher cet interrupteur? Et ça marche. Et voilà, en fait, c'est un jeu où à chaque fois qu'on se dit qu'on est coincé, on se dit qu'est-ce que je ferais dans la vraie vie? Et généralement ça marche. Voilà, et vraiment si vous aimez ce genre de jeu, faut vraiment le faire parce que c'est très très rare. Le seul autre jeu qui m'ait fait ça récemment, même si c'est pas vraiment comparable en termes de propositions, bah c'est le Zelda Breath of the Wild, qui lui aussi te met plein d'outils à dispo. Et à toi de te démerder en fait, à toi d'être imaginatif. Suffit d'être malin en quelque sorte. Ouais, et je trouve ça tellement gratifiant dans les jeux vidéo, mais vraiment tellement. Mais quand tu parles de Fallout 4 que j'ai fait, je vais pas relancer le truc, mais moi je l'ai fait, mais en pilotage automatique. Il m'a jamais surpris le jeu. Tu vois, j'ai avancé en ligne droite, et je ne me souviens de rien. C'est plat, ouais. Et malheureusement, c'est un truc qu'on trouve dans beaucoup de jeux vidéo. Par exemple, dans ceux d'Ubisoft, faut pas le citer. Enfin, tu vois, il y a. Moi, je vais te citer le premier reboot de Deus Ex, où effectivement, t'avais toujours la possibilité de t'infiltrer. C'est pas compliqué. T'avais toujours une bouche d'aération à 3 mètres à côté de la porte. C'était hyper, c'était très, très mécanique. Très téléphoné, ouais. Lequel t'as dit, Kéa? Deus Ex, le premier reboot, là, c'est pas Human Revolution, c'est Mankind, non, le premier c'était quoi? Mankind Divided ou Human Revolution? Mankind Divided, c'est le dernier, là, qui vient Non, c'est Human Revolution, je crois, le premier. Human Revolution. Bah, il paraît que Mankind Divided est pire. Qui partait sur un bon principe, mais le seul choix que t'avais, en fait, c'était de passer par la porte et de bourriner tout le monde, ou de trouver la petite bouche d'aération qui était en général dans un rayon de 3 mètres et qui t'amenait dans le dos du mec, quoi. Alors, un appauvrissement de gameplay qui était bien meilleur 10 ans plus tôt avec le premier Deus Ex. C'est marrant, ça me rappelle Fallout dont la plupart des quêtes, la quête principale vont certainement te mettre des portes verrouillées ou des PC à pirater ou à crocheter du coup. Ah putain, mais les jeux de crochetage, mais mourrez jusqu'au dernier. Qui sont indexés en fait sur les points que tu vas mettre, enfin les points de compétences en crochetage et tout. Je suis désolé, j'en fais vite fait. Mais je l'ai relancé. Que forcément t'es pas obligé d'investir. T'es pas obligé d'investir dans ces points-là, donc forcément tu peux faire tout le jeu sans le faire, et donc du coup, pour les trucs décisifs comme ça, ils te mettent un PC verrouillé, bah tu vas trouver le mot de passe dans la pièce quasiment. Bah ouais, voilà, un grand classique. Et donc, en fait c'est con, ouais. C'est un jeu qui est con, Fallout 4, c'est tout. Et quelle durée de vie tu donnerais pour Prey du coup, parce que mais moi j'ai voulu tout retourner, c'est-à-dire que même il y a beaucoup de zones, il y a un moment qui est magique dans le jeu, c'est donc ça c'est pas un spoil, hein, ça se passe dans une station spatiale et le jeu te propose de sortir, de faire une sortie dans l'espace.
Et là, tu vois la taille de la station spatiale et tu fais putain, mais je vais pouvoir me balader dans tout ça. Et effectivement, c'est le cas. Et dans chaque zone, tu as un ordinateur que tu peux trouver dans lequel tu as un espèce de manifeste du nombre de personnes qu'il y a encore dans la station, vivants ou morts ou mortes. Et généralement, il y en a plein qui sont cachés partout, des cadavres hein, sur lesquels tu peux trouver des petits trucs sympas, ce qui s'appelle des neuromodes, qui te permettent de gagner des pouvoirs et tout ça. Et donc t'as un jeu dans le jeu qui est de trouver tous ces cadavres où ils ont été planqués dans les maps. Donc moi j'ai vraiment voulu tout trouver, tout faire. Et ouais, je crois que je me suis arrêté à une soixantaine d'heures de jeu. Ah oui, quand même. Mais je pense que le jeu peut se finir très très vite. De toute façon, il y a eu des speedruns, mais bon sur PC parce qu'il y avait des glitches où les mecs le finissaient en 10 minutes, je crois. Ouais, mais voilà, mais c'est pas mais l'intérêt du jeu n'est pas là. Enfin, si on veut jouer à un jeu d'action, on prend autre chose. Si on veut jouer à un jeu qui nous fait nous sentir intelligents, où faut prendre son temps, faut avoir envie de prendre son temps, parce qu'en plus je vous ai pas parlé des bestioles auxquelles on a affaire, qui je trouvais une très très bonne idée aussi. Ça s'appelle les mimiques. Il y a une grosse variété de bestioles, mais les mimiques les plus basiques, ils ont la particularité, vous avez un verre sur une table, ce verre peut être un mimique en fait. Il s'est transformé, c'est une espèce d'araignée, mais elle s'est transformée en verre. Donc tout est potentiellement dangereux dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut y aller lentement. Et je conseillerais même aux gens qui voudront le faire de jouer en difficile. Comme ça, on va pas bourriner. On va vraiment prendre son temps et on va essayer de voir comment s'en sortir vivant avec notre intelligence en fait. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu au niveau des ventes a déçu, parce que typiquement, ça, c'est le genre de truc difficile à vendre, que ce soit en trailer, que ce soit... Mais c'est impossible à vendre. Effectivement, t'as hyper raison. T'as Pourtant, hyper ils ont raison. essayé, d'après ce que j'ai compris, puisque toi tu disais ça a été vendu comme un truc d'action. Moi j'ai entendu pas mal, j'ai pas trop suivi la com du jeu parce que j'évite de trop faire ça avec les jeux qui m'intéressent. Ça avait l'air de dire que ça avait été plutôt vendu en fait comme un jeu horrifique, façon on en parle, Ouais, moi, c'est comme façon ça que j'ai perçu au début. Hein. Outlast, Bah, ou moi, au début... ce genre de truc là. Ouais, mais même Et- pas en fait. Ah non, je mais bien trouve sûr, pas on que est ça bien soit, d'accord ce que soit non, ça. mais- Ouais, d'accord. Mais moi, j'avais vu une bande annonce en fait qui était axée action. C'est pour ça que je parlais de ça. Après, j'ai pas été voir toute la promo du jeu non plus, mais effectivement, enfin, c'est compliqué de vendre ce type de jeu. Mais bon, c'est aussi, ça fait partie de ces jeux qui sont tellement rares qu'il faut les faire. Il y a un autre exemple que je trouve génial, c'est qu'ils ont des espèces de grands miroirs qui servent d'écran de vidéo en fait, hein, et suivant comment tu les regardes, tu peux voir des trucs que tu pouvais pas voir au début, comme face à un miroir quoi. Il peut y avoir des trucs cachés sur les côtés, donc quand tu regardes la vidéo, tu te dis tiens, mais il y a un petit truc, il y a une cachette secrète par là, et tu trouves, il y a des astuces de ce type-là aussi dans le jeu. Je sais pas si je suis très clair sur cette histoire de miroir, mais non, mais c'est génial. Allez-y. Ok, bah écoute, il va pas tarder à être en solde, il me Beaucoup semble. de gueule. Ok, oui, c'est... Ouais, mais du coup le lien avec avant, c'est qu'il y avait donc c'est distribué par Bethesda. Alors est-ce que c'est de leur faute ou pas? C'est ce que toi t'avais un peu sous-entendu. Shinto. Bethesda, on se rappelle aussi de la communication de Doom l'année dernière qui était Une putain de catastrophe. Doom, il s'est vendu malgré Bethesda. C'est ça. Et voilà, et Que le nom de Doom résonnait encore un petit peu Bethesda, suffisamment. ils arrivent à vendre. Oui, mais quand tu ils voyais arrivent le à vendre les gameplay Elder des trailers, Scrolls et les- c'était pas possible. ils arrivent à vendre les Elder Scrolls et les Fallout. Le premier Dishonored aussi, apparemment, ils étaient parvenus à le vendre. Mais en dehors de ça, putain, les mecs. Ils font pas énormément d'efforts, c'est clair. Le pire, c'est pas tant ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont nazes en fait. C'est surtout ça. Oui, ils sont peut-être Tu juste penses que mauvais. c'est vraiment des incompétents, quoi, tout simplement. Bah, c'est possible, hein. En l'occurrence, les mecs qui ont essayé de vendre Doom comme un shooter atmosphérique, enfin, C'est vrai que c'était une... Putain, mais moi, j'ai vu les premiers trailers, j'avais envie de me pendre, quoi. il faut vraiment en tenir une sacrée putain de couche, quoi. C'est étonnant pour une boîte comme ça, quand même. Ah non, ils sont assez réguliers depuis des années à ce niveau-là. Hein. Oui, non, mais je veux dire, de cette taille. Ils arrivent, ils font Ça regarder améliore Elder Scrolls 5, Skyrim, bim, tout se vend. Ils arrivent, ils font regarder Fallout 4, bim, tout se vend. Moi, je crois vraiment à ça, hein. C'est genre, c'est la facilité, donc pourquoi faire des efforts, quoi, pour vendre des choses qui sont peut-être un peu moins connues ou qui sortent un petit peu du carcan. On laisse, Non, on mais laisse parce que- finir par la communauté. Le jeu est fini par la communauté, la promo, Ouais. Oui, c'est Ah oui, ça. la promo est Non, merde, faite par ça- la communauté. J'ai- Bientôt le j'ai jeu sera encore- fait par la communauté. T'as tué chier, tu me refais encore penser à un truc de merde à dire sur Fallout 4. Non Je vais pas pouvoir, je vais pas continuer. Mais bon. Non, alors du coup pas sur Fallout 4, mais sur Doom. Le truc, c'est que il s'est passé, c'est que sur la com de Bethesda, hein, comme ça je reste raccord, faites pas chier. L'année dernière, vraiment, avant que le jeu sorte, c'est juste qu'il y a Nvidia, je crois, qui voulait faire une démo
d'une de ces cartes graphiques qui allait sortir. Ils ont décidé d'utiliser Doom qui n'était pas encore sorti pour faire une vidéo, je sais plus, à 200 FPS en je sais pas quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec, le mec qui a joué à cette vidéo-là, qui bossait, je crois, pour Nvidia ou je sais pas quoi, qui lui était un joueur de Doom de base, et qui est allé les voir et qui a dit non, mais attendez, vous allez pas me faire le coup on arrive, on fait on marche à deux à l'heure, on regarde tout ce qui se passe et tout. Non, non, laissez-moi le truc. Et lui, il a joué. Je crois que c'était un Français d'ailleurs. Et lui, il a joué en mode Doom, quoi. Il est arrivé, il a bourriné tout le monde, et puis là, tout le monde a fait oh putain, ça a l'air de déchirer. Et c'est peut-être ce qui a pu sauver le jeu quelque part, quoi. En même temps, on s'attendait tellement à de la merde que quand on s'est rendu compte que ça allait être plus de 30 à l'heure, Mais malgré eux, ils l'ont vendu malgré eux. Si les mecs, on leur avait laissé les rênes tout le long, de l'or, ils en faisaient de la merde, quoi. Non, bah, affaire à suivre. Bethesda sont-ils vraiment des imbéciles? C'est possible. Bon, messieurs, on va enchaîner parce que sinon, on a dit moins de 5 heures cette fois-ci. Donc, on va s'y tenir. Donc, à moins que Casey ait une dernière chose à nous dire sur Prey, à part achetez-le, non? C'est ça? Achetez-le. Alors, Ouais. ok, c'est vendu. Ouais, allez-y. Vous n'arrangez pas mon budget ce mois-ci. C'était Il paraît qu'il est très bien optimisé en plus. C'était effectivement un super coup de gueule, merci. Optimisé pour la Vita, d'ailleurs, j'ai entendu parler. Ah, bah, un FPS à la Vita, au pavé tactile arrière, ça... Attends, le True Gamers savent. Hein, Ah, bah, ouais, bah, Si tu veux jouer après, pendant le cagnard, tu peux. C'est vrai, tu peux. T'as la possibilité. du bonheur. On peut tout faire avec la On a- Vita. on peut a la tout faire. Je vais technologie. vous le prouver. Je vais vous le prouver d'ici la fin de ce podcast. Le believe, on relance la Vita, quoi. Mais ouais. Bon, écoutez, moi, je vais donner mon petit coup de boule qui est, alors, pour moi, une grosse déception, hein, il faut le dire, et je pense que l'intégralité des internets n'en a strictement rien à carrer. Mais je suis très déçu par le dernier jeu de Wadjet Eye Games. Je ne sais pas est-ce que ça vous dit quelque chose déjà? Est-ce que vous connaissez cette boîte-là? Parce que c'est Non. relativement pointu. Ok. Tu viens de l'inventer. Ouais. À vous. Je monte. T'as pas bossé, tu vas inventer un truc. Je monte ma boîte et je fais la promo en avance. Non, Wadjet Eye Games, c'est une boîte indé qui s'est spécialisée depuis. Enfin, ça doit faire pas loin de 10 ans maintenant. Je sais plus, faudrait que je vérifie. Le premier, c'était. Enfin bon, bref. Toujours. Tu peux donner des jeux, vite Ah, fait. plein. Ça se trouve, ça. C'est une boîte qui s'est spécialisée dans le point and click à l'ancienne. En gros pixels qui tâchent. Ils ont commencé par quelques trucs gratos. Leur premier gros carton, ça a été l'histoire d'une nana psychique qui s'appelle. Ils ont fait une série qui s'appelait la série des Blackwell. Ah qui se déroulait sur 4 épisodes en fait, qui a duré sur plusieurs années et qui a vraiment cartonné, qui était une très très bonne série qui commençait relativement cheap et sympatoche quoi, mais qui s'est vraiment améliorée et qui est montée en puissance au fil des épisodes pour donner un truc au final vraiment mortel. Hein, si vous les avez pas fait, faites-les. Alors le problème, c'est que c'est du pixel art sous Adventure Game Studio, donc techniquement, on va dire que c'est vintage. Et depuis, ils ont enchaîné, à mon sens. Écoutez, c'est pas compliqué. Bah là, je lis Techno Babylon quand même, et Mais c'est pas compliqué. j'en ai entendu parler en beaucoup de bien. C'est quand même, c'est la meilleure boîte d'édition de point and click depuis la disparition de LucasArts. Ils ont sorti un nombre de jeux de qualité vraiment. Gaming Hero, si vous n'avez pas fait ça, que vous aimez bien l'ambiance Blade Runner, foncez. Résonance, c'est mortel aussi. Les Blackwell, c'est mortel. Techno Babylon, c'est mortel. Bref, je suis un grand fan et j'attendais leur dernière sortie avec énormément d'impatience, comme d'habitude. Alors le défaut au-delà de l'aspect technique, c'est que comme ça ne leur rapporte rien, ils avaient essayé pour Gaming Hero, il me semble, de faire des traductions, mais ça leur avait rapporté que dalle, donc ils ont arrêté. Donc c'est intégralement en anglais à chaque fois, ce qui est un problème, même pas sous-titré, rien. Mais Oui, ah oui, d'accord. mais ce sont les meilleurs point and click à mon avis du secteur depuis une bonne Même dizaine pas d'années. sous-titré Même pas en anglais. sous-titré en anglais, si tu as les sous-titres Ah en anglais. putain, quand même, putain, parce que sinon ça craint quand même. Enfin, point and click sans texte. Ah oui, bah, ça pose un problème. Mais toujours est-il que j'attendais beaucoup le dernier qui est sorti il y a 6 mois, je dirais, qui s'appelait Shardlight, qui est un truc bon relativement classique post-apo, alors qui est très joli dans son pixel art. Hein, le design est vraiment Tu sais à sympa. quoi ça me fait penser, post-apo? Fallout 4, ah mais oui bien sûr. Mais le post-apo c'est très décevant. Et toujours est-il que c'est le premier jeu d'eux que je trouve décevant en fait. C'est décevant dans son rythme en fait.
Alors, je vais te dire quelque chose de très étrange. Euh, c'est trop dirigiste. Alors, je sais que pour un point and click, reprocher à un point and click d'être dirigiste, ça peut paraître bizarre. Non, mais développe du coup. Bah, là, C'est curieux. là, le souci, en fait, c'est que tu diriges une héroïne qui est un petit peu coincée, qui se retrouve entre plusieurs factions. Tu vois, des méchants, des gentils, des nantis, des pauvres, etc. Ambiance Game of Thrones. Et je sais pas, normalement, si tu veux, un héros de point and click va quand même avoir sa personnalité, faire ses choix. Enfin, il y a des méchants, il y a des gentils, tout ça. Là, ils ont décidé, il y a certainement un choix à la con à la fin ou quelque chose comme ça. Mais du coup, l'héroïne que tu diriges se retrouve à aller voir tout le monde et à être gentil avec tout le monde, ce qui détruit la cohérence en fait de l'histoire, mais à une vitesse dingue quoi. Je veux dire, à un moment, tu vas voir les mecs de la résistance, parce que t'as un truc à leur amener, tout ça. 5 minutes plus tard, tu te retrouves chez le gouverneur et t'as pas le choix, tu balances les mecs de la résistance, tu vois quoi. Et vice versa. Et ça fait partie du script. Et ça pose vraiment problème, quoi, parce que l'héroïne, du coup, a pas de personnalité. En fait, l'héroïne sert. Ça me rappelle un autre jeu, je sais pas lequel. Et mais attends, et même pas du coup en fin de jeu. Enfin bon, ça spoil peut-être un peu. Même pas du coup, t'as le côté t'es forcé de faire ça. Mais en fait, tu te rends compte qu'à la fin, c'était, enfin, Mais il a pas fini le jeu, je crois. Alors, je n'ai pas fini le jeu et je suis pas certain de le finir parce que comme je disais, je suis vraiment d'accord. déçu et je suis pas du tout certain d'aller au bout. Je suis allé voir ce point-là, donc visiblement, oui, à la fin, tu vas avoir un ou deux choix en mousse. Non, je parlais pas des choix en mouche, je parlais du genre, l'héroïne que t'as l'impression qu'il n'y a pas spécialement de personnalité à cause de ça. Genre là, ce que tu me dis, ce que tu me décris, c'est le dernier qui lui parle qui a raison, quoi. Donc Bah, elle suit et tout. c'est pas ça. Si à la fin, en fait, c'est pas un truc qui est volontairement laissé hors de portée du Non, joueur, visiblement non. et que le personnage à la fin, en fait, est comme on appelle une bâtarde magnifique, qui fait qu'en fait, à la fin, même si t'as pas vraiment eu le choix, tu te rends compte que tous ces trucs-là Et je vous ai bien lu. imbriqués, ça, c'est. Et je Ouais, vous ai voilà. bien lu. Haha. Et bah visiblement non. Les différentes reviews que j'ai vues, les mecs reprochaient ça. En fait, l'héroïne sert un petit peu d'excuse pour que les mecs puissent développer leur univers, présenter leurs différents persos. En fait, c'est vraiment une excuse. C'est pas un personnage, c'est un curseur en fait quoi, qui te permet d'aller voir les différents. Et je trouve ça vraiment très très décevant, surtout que. Alors, ceci étant dit. Si vous aimez les point and click, si vous aimez à l'ancienne et que vous voulez du bon et que l'anglais ne vous dérange pas, foncez. Hein, les jeux de Wadjet Eye Game, c'est vraiment du très très bon. Si vous avez jamais fait Blackwell, foncez. Résonance, Game Hero, enfin. Les énigmes, Primordia. elles sont velues, elles sont logiques, elles sont. Dans celui-ci, En général, ouais. En général. Ça dépend des jeux. Les Blackwell sont assez simples, mais comme je disais, les Blackwell ça évolue au fur et à mesure des épisodes. Donc ça commence par du point and click de débutant et ça finit sur du point and click de bon niveau. Techno Babylon, j'ai beaucoup aimé les énigmes. Vraiment beaucoup, Ouais. j'ai trouvé vraiment, c'était bien imbriqué, c'était logique, t'avais pas de conneries. Si vous voulez du truc à l'ancienne, il y a Primordia qui est un truc post-apo robotique aussi et qui là est très velu dans le genre dégueulasse, l'objet caché, Ouais, mais non, le ça c'est relou. pixel au fond du truc. Mais bon, il y en a qui aiment. Hein. Et Résonance, moi j'ai trouvé très bien. Il y a quelques trucs tirés par les cheveux. Ils expérimentent un peu sur les énigmes. Heureusement, ils développent pas trop parce que c'est pas très réussi. Mais globalement, si, c'est des énigmes d'une bonne tenue. C'est vraiment du bon point and click, bien comme il faut. Vraiment, si je vous dis, vous pouvez taper à peu près n'importe quoi dans le catalogue de la boîte. Ça coûte que dalle et Sauf Charlotte. c'est vraiment très. Il y en aura peut-être qui aimeront, mais non, ce sera pas ma recommandation et c'est même ma plus grosse déception de la boîte en fait. Voilà. Pom, 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 pom. Eh bien, c'était mon petit. C'était intéressant en tout cas parce que c'est vraiment un monde moi que je connais plus trop le point and click et ouais c'est vraiment une boîte dont je n'ai jamais entendu parler. Alors que c'est le genre de jeu qui serait assez facile à porter sur Vita. Mais absolument. À mon Mais c'est avis. d'ailleurs j'y joue pas parce qu'apparemment il n'y a pas de version PS4 donc je peux pas y jouer sur Vita. Ce serait à vérifier, je ne crois pas. Hein.
Si les mecs ont pas de pognon pour se faire des traductions, je sais pas s'ils ont de pognon pour sortir sur Ouais, mais console, quoi. ça peut tourner sur n'importe quoi, hein. Bah oui, manifestement, ça fait très Amiga, Ouais, mais un faut peu que boosté. faut que tu racles la licence, faut, à chaque fois que tu veux mettre un patch, il faut racler encore Oui, non, mais je derrière. veux dire, même si t'as ton vieux PC ton vieux PC de quand t'étais collégien ou j'en sais rien, enfin à partir du moment où t'as un écran et un clavier, Oui, mais il peut pas ça brancher passera. sa Vita sur son vieux Et ça PC, le doit monsieur. pouvoir se faire. Enfin, ça tourne même sous Linux ou Wine. Enfin bon, Y a pas de version mobile, comme ça. Comme ça, Drist, il pourra y jouer dans son canapé quand même, je tu me vois. demande s'il n'en avait pas parlé. Je vérifierai. Mais bon, pour l'instant, c'est du PC only, mais je vous recommande Le mobile, très c'est le mal, de toute fortement. façon. Oui, je suis d'accord. Bah, vous avez vu que Sega. Enfin bon, bref, on s'égare. Ah putain, Ah oui, je sais. Enfin bon. Ségare. Ouais, Ouais, Sega, pas mal. Sega, oui, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, dernier coup de boule. Je crois que Drist nous a réservé un petit flameware pour nous mettre bien, pour nous mettre chaud juste Ouais, c'est avant très le débat, court. là. C'est très court. Allez, vas-y. Allez, vas-y. T'es chaud. Ouais, ça va être très très court et surtout, d'une manière générale, ça va. Là, je vais vraiment effleurer le sujet de fond parce que je considère que c'est pas intéressant ce débat, mais surtout sur la forme en fait. Donc, lors du dernier E3 qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a 15 jours dirons-nous, a été présenté un titre qui s'appelle The Last Night. Je sais pas si vous avez vu le trailer. On a beaucoup parlé de post-apo, Très joli. de Pixel art, de, très de très joli. cyberpunk, machin, tout ça, voilà, ouais, c'est très cyberpunk. Flashback. On va dire qu'on reste dans. Oui, Oui, absolument. ça évoque flashback, forcément. Absolument. Donc c'est très léché, manifestement. Donc c'est un projet qui est mené par deux frères, les frères Sauret, qui sont deux Français qui développent apparemment du côté de Londres. Bref, peu importe. Encore une fois, je veux faire court. Je veux juste exprimer un coup de gueule sur. Faire quoi? Non, mais De quoi on t'expliquera, Pardon. Chine. Cours. C'est l'inverse Ouais, de merci. normal, tu vois. C'est. D'accord, merci. Putain, entre la Vita, cours et tout, il y a vraiment des concepts, va falloir repartir de zéro les mecs, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour ça, vous en faites pas. Donc, The Last Night, qu'est-ce que je disais? Où on était? Merci de m'avoir coupé. Les frères de Londres. Oui, les frères Sauret qui sont à Londres développent ce jeu, apparemment. On va dire que les personnages sont plutôt des grandes gueules, sont des gens qui ont des postures, des positions qui font qu'il y a deux groupes distincts qui se fritent. Un côté, on a davantage les côtés Disons ils ont des opinions qui sont susceptibles ou ils ont manifesté des opinions qui sont susceptibles de diviser dans le monde du jeu vidéo moderne, quoi. ouais, mais à la rigueur, c'est même pas ça qui m'intéresse, c'est le procès. Voilà. Pour Pour repartir. résumer, ils ont ouvert leur gueule pendant le Gamersgate, comme des millions Ouais, de trolls c'est- sur Internet pour sortir de 3 conneries. Voilà. Si on veut, c'est ça, mais à la rigueur même, peu importe. Ce que je trouve, enfin moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est le projet, le procès d'intention qu'il y a eu directement sur le projet. D'un côté, fan hystérique par rapport à la gueule qu'a le jeu, qui présente très très bien, mais d'un côté, on a rien en termes de gameplay. Pour l'instant, il est très difficile de le juger. C'est quasiment, c'est vraiment une démo technique pour l'instant, donc Ça a de la gueule en tout la cas, même c'est chose sûr. qu'on a avec la même chose qu'on a avec BGE2 au final, et c'est ça qui est très très amusant pour moi. C'est vraiment deux faces d'une même pièce. On a eu deux jeux avec BGE2, deux jeux de présentation avec des intentions. On voit à peu près où on en est. On voit un développement d'univers. Évidemment, les ambitions sont très différentes. Manifestement, il y a quand même des créatifs dans les deux cas qui ont l'air d'avoir un certain nombre d'idées. Et dans les deux cas, on a eu des réactions qui étaient complètement démesurées dans un sens ou dans un autre. Donc The Last Night, effectivement, oui, ça va être absolument extraordinaire. Et de l'autre côté, ce jeu est un jeu, j'ai tout lu, fasciste, nazi, etc. Tous les raccourcis possibles et Internet imaginables. ne va pas avec le dos de la cuillère à peau. Hein, ça, Ouais, exactement, pour 3 tweets, 15 tweets, et puis même à la rigueur, je veux dire, ça serait pas nécessairement la première fois qu'un connard développe quelque chose qui est super bien, et d'ailleurs c'est peut-être même pas le cas, je ne le connais pas cet homme-là, mais quoi qu'il en soit, si un certain nombre de connards ne faisaient pas certaines œuvres très intéressantes pour progresser dans un média, dans un domaine ou autre, eh ben on stagnerait un petit peu. Donc j'attends de voir ce que va donner ce Last Night à titre personnel. Moi vraiment voilà, je suis interloqué, ni complètement hystérique. C'est vrai que c'est très beau, mais on sait absolument rien sur le gameplay. Pour moi, le gameplay c'est quand même primordial.
Et de l'autre côté, non, il faut absolument boycotter ce jeu, puisqu'il y a 3 tweets qui datent de 2014 concernant le Gamergate, qui font nécessairement de la personne, de son fondateur, un nazi patenté, sans aucune nuance, dirons-nous. Et de l'autre côté, avec BGE2, alors BGE, moi j'ai vraiment adoré le jeu, qui a plein de défauts. La et force c'est un du jeu que j'avais- believe. Alors, attends, sur le nouvel Ops, j'ai quand même un titre qui mentionne pourquoi Beyond Good and Evil promet d'être le plus grand jeu vidéo de tous les temps. Alors Ah, là, carrément. on est vraiment, oui, Ah ouais, seulement c'est- ça. c'est fou, j'ai Seulement commencé ça. à lire, c'était dinguissime. C'est absolument incroyable. Déjà dans ce qui est construit. Alors évidemment, tu vois, The Last Night, on est vraiment dans le côté fascisant absolu. Et BGE2, c'est le vivre ensemble où tout est beau et magnifique. Alors que en plus BGE1, si on remonte en arrière, ce qui est si intéressant de regarder, mais déjà dans le premier BGE, c'était déjà ça, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de parties de la société qui étaient multiculturelles et multiraciales, mais multiraciales vraiment dans son terme le plus littéral, hein, puisqu'on avait des Homo erectus, mais on avait des chèvres sapiens, tu vois, on avait vraiment toute une partie d'animaux qui avaient évolué et qui étaient devenus humanoïdes, on va dire. Anthropomorphes, exactement, ou pas. Il y en avait certains, on avait l'impression qu'ils étaient au milieu de leur évolution. Tu vois, je me souviens, il y avait des espèces de crapauds qui semblaient se redresser sur leurs pattes arrière. Alors, tous les animaux semblaient suivre un peu la même direction que les humains. C'était rigolo, et ils se battaient tous contre très clairement une entreprise fascisante en face. Et là, au Nouvel Ops, je trouve ça extraordinaire de voir autant de diversité dans ce qui a l'air d'être présenté dans BGE2. On va jouer peut-être des humains, mais pas que. Il y aura toutes les formes de diversité possibles, extraordinaire. Bah écoute, prends la manette, joue à BGE1 et joue à 1 milliard d'autres jeux qui étaient sortis avant BGE. Je te rappelle que Wonder Woman est la première héroïne exemplaire du cinéma toute de première. tous les temps. Absolument. Ah oui, mais toute forte. Effectivement. Effectivement. Tu n'es pas au courant, mais je te le rappelle quand même. Si. Il faut... Enfin voilà, toute cette. Encore une fois, je veux vraiment pas. C'est vraiment la forme davantage que le fond qui m'ont un petit peu perturbé sur ces réactions. Effectivement, c'est Internet. Hein, je suis pas un bleu non plus, je comprends. Mais vraiment à juger à ce point-là un jeu, vraiment là, le Nouvel Ops, c'était vraiment le pompon quoi. Pourquoi Beyond Good and Evil promet d'être le plus grand jeu vidéo de tous les temps. On a des phrases d'accroche genre GTA relégué au rang de je sais plus quoi, mais oui, quand même. Et c'est français, monsieur, j'imagine que ça doit bien jouer, ça. Ah bah c'est évidemment. C'est la Startup France, tu peux pas tester. Il y a des grenouilles, c'est français. Ils auraient pu titrer le No Man's Sky français, mais visiblement, ils devaient connaître quand même quelques dossiers. Écoute, moi, tant que les mecs, ils remettent Emma Docone, ça va. Ah non, mais de toute façon, le BGE1 était super bien, avec plein de défauts, mais j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Une vraie personnalité. Très bon souvenir du jeu. Hein. Si Emma Docone écoute ce podcast, elle est la bienvenue. Deuxième appel à Emma Docone, quand même, je note. Non, mais vraiment, oui, je sais pas si c'est elle encore, d'ailleurs, qui va... Est-ce qu'on va d'ailleurs encore jouer Jade? J'en sais rien. Ouais, Jade. J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'était ce petit coup de gueule vraiment sur la forme et sur le caractère complètement exubérant. On va laisser sa chance au jeu parce que c'est vrai qu'il avait de la gueule au niveau du gameplay, on verra. Mais... Ah non, mais ouais, les deux en fait. Les c'est deux ça, là en question. En fait. Je voudrais juste préciser pour Last Night que les procès en fascisation du jeu, enfin en jeu fasciste plutôt, ils venaient pas uniquement du pédigré des développeurs, ils venaient du pitch Steam. Oui. Du jeu. Oui. Qui alors moi j'ai pas trop compris pourquoi, mais le pitch en fait, qui est assez vague et qui en fait est pas forcément si incongru pour un jeu dystopique, enfin cyberpunk dystopique en général, c'est assez lié, mais en fait j'ai l'impression que couplé au pédigré des développeurs, bah du coup les gens ils voient c'est un peu ça, ouais. Une apologie enfin soit une apologie des idées d'extrême droite, soit une dénonciation des idées progressistes. C'est exactement ça. Je suis assez sceptique. En fait, pour aller très 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 vite sur ce qui avait été décrit, en gros, ils imaginent les développeurs de Last Night dans leur futur dystopique que ce n'est pas nécessairement les entreprises qui vont créer en fait, si tu veux, cette société dystopique. Ce n'est pas forcément l'État. Et si c'était en fait le regard de l'autre d'une manière générale, le net, hein, c'est pas nécessairement si nouveau. Peut-être que son point d'accroche lui est un petit peu plus original par rapport à ce qui a été présenté. En tout cas, il a une approche, c'est vrai, cyberpunk qui prend un angle légèrement différent.
C'est que l'automatisation, enfin, en gros, si j'ai bien suivi, les robots font tout mieux que les humains, mais tout, strictement tout. Du coup, les humains, bah, ils n'entreprennent rien au sens premier La du terme, société parce que du ça sert à loisir, que quoi. dalle. Voilà, et du coup, bah, les gens ne font que consommer, enfin, vivre en consommant, quoi. C'est Wall-E. Et Un peu, ouais. ils se définissent comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, il y en a qui ont vu une critique tacite du revenu universel, par exemple, puisque ce serait l'évolution logique de. Mais bon, C'est con, bref. c'est vrai Mais que dans ce- tous les cas, enfin, moi quand on parle de diversité, moi ça m'intéresse d'avoir ce type de point de vue parce que tous les éléments, moi je trouve ça intéressant. Au moins, il y a Ça un fera point de peut-être vue. un bon jeu, quoi. Avant de Exactement, gueuler, c'est moi un j'ai point envie de de vue. savoir ce qu'ils vont en faire, en fait. Exactement, C'est ça, tout, c'est aussi bête que ça, parce que ça se trouve, absolument. rien ne dit que les développeurs disent que cette société est mauvaise, ou mauvaise dans le fond, ça se trouve, l'élément perturbateur, ça pourrait être externe à ça, enfin, on n'en sait rien, peut-être que oui, Exact. mais on n'en sait que dalle, en fait, pour le moment, donc c'est... Voilà, donc vraiment le wait and see, on attend de voir avant de tous foncer et sortir. Et en plus, encore une fois, hein, pour le coup, la mauvaise pub lui a fait une énorme pub. Enfin, les deux camps se renvoyaient des boulets de canon les uns les autres. Et pour le coup, je pense que Last Night, ça lui a fait une certaine pub. Ça a été le shitstorm de l'E3. Hein. Le fameux Ouais. combat d'infirmes. Ouais, le Et c'est cripple français, fight monsieur. direct. Et c'est français, mais c'est un français exporté, donc est-ce que C'est un encore expatrié, un expatrié. français Absolument. On dit expatrié, pour les gens comme Eh ça. bien, messieurs, sur ces bonnes paroles, je vais mettre fin à ce segment, puisque il nous reste encore notre débat sur Platinum à développer. Et avant ça, nous allons avoir un... C'est vrai qu'on va pouvoir commencer, enfin. C'est ça. Écoutez, l'intro, le générique est fini. Le générique est... Je la répète. Le générique, la répète du générique est terminée. Écoutez, c'était très bien, on est dans Ouais. les temps. Nous allons bientôt pouvoir débattre sur Platinum Games. Mais en attendant, je vous propose une nouvelle rubrique. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Charcou qui s'est proposé pour une nouvelle rubrique. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez découvrir le monsieur, je vous conseille de réécouter l'épisode sur les jeux vidéo et les jeux pas vidéo, donc jeux vidéo et jeux de société, où Monsieur Charcou était venu nous éclairer de ses lumières avec un talent qui n'avait d'égal que son charisme. Et monsieur a bien voulu se dévouer pour nous offrir une petite pastille pour nous présenter un jeu de société. Le jeu de société qu'il nous présente aujourd'hui, il nous en avait déjà parlé dans l'émission et là, il va développer. Donc, Monsieur Charcou, c'est à vous. 1914. Dans la guerre qui s'engage, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée. C'est par cette phrase éloquente que le chef de l'État, M. Raymond Poincaré, a commenté la déclaration de guerre de l'Empire allemand à la République française. L'ordre de mobilisation est lancé. Nos troupes se dirigent vers le front pour défendre la patrie. 1915. Alors que la guerre s'enlise dans les tranchées, une mystérieuse cité-État appelée l'usine vend de redoutables machines de guerre aux différentes nations du conflit. Véritables géants métalliques, les mechas s'imposent petit à petit sur le champ de bataille. 1916. Alors que les mechas submergent les lignes de front d'un immense déluge de feu et d'acier, nos ressources vitales se tarissent. La guerre ne semble avoir aucune issue. Devant ce statu quo, les dirigeants des nations en guerre doivent se retrouver à Sarajevo pour discuter des modalités d'un traité de paix. La fin de la guerre s'approche-t-elle ? 1920. Voilà maintenant 4 ans que la guerre est terminée. En Europe de l'Est, après une dernière révolte ouvrière, la cité-État appelée usine est définitivement désertée. N'ayant plus personne pour acheter leur production, les derniers habitants se sont dispersés, espérant vivre des riches terres arables de la région. 1921. Quelle richesse, quelle technologie incroyable cache l'usine. Bien décidés à le découvrir, plusieurs puissances de la région ont décidé d'envoyer des troupes sur place. Empire de Saxonie, République de Polonia, Khanat de Crimée, Royaume nordique, ainsi que l'Union des Russes-Viettes,
Les loups sont dans la bergerie, les tensions montent aux frontières, les armées sont mobilisées. Une nouvelle guerre va-t-elle éclater? Seul l'avenir le dira. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première pastille d'une série consacrée aux jeux de société, on m'a demandé de revenir sur un jeu que j'avais rapidement présenté lors du podcast précédent. Les plus attentifs d'entre vous auront reconnu avec cette petite introduction Scythe, le jeu qui affole la communauté ludiste. Alors, celui-ci est le fruit de la collaboration de l'auteur américain Jamie Stegmaier, qui est connu pour quelques jeux aux mécaniques subtiles, et du très talentueux illustrateur polonais Jakub Rosalski. Scythe, c'est un 4X, pour exploration, expansion, exploitation, extermination. En gros, les joueurs de civilisation ne seront guère dépaysés. À chaque tour, vous devrez choisir un couple d'actions, vous permettant notamment de produire des ressources, de déplacer vos troupes sur la map ou encore de vous développer. Les choix sont cruciaux, et la réflexion importante pour déjouer les pièges de vos adversaires. Mais les tours sont rapides et on exécute promptement les actions. Tout cela rend le jeu fluide, c'est un vrai plus dans le genre. Le but du jeu sera d'obtenir des objectifs, et d'occuper le maximum de cases du plateau, afin de récolter le plus de points de victoire à la fin de la partie. Comme chaque objectif représente l'aboutissement d'un aspect du jeu, et que le premier qui en remplit 6 sur les 10 possibles met fin immédiatement à la partie, vous voyez déjà apparaître un autre point fort du jeu, sa grande rejouabilité. Si on rajoute ces factions aux caractéristiques asymétriques, et les plateaux de jeu distribués de façon aléatoire aux joueurs, il vous faudra du temps avant de faire le tour de toute la richesse stratégique qu'offre Scythe. Les mécaniques de jeu sont bourrées d'idées simples et élégantes, faisant de celui-ci un petit bijou de game design vraiment agréable à jouer. L'interaction entre joueurs est minime, mais importante, et il est impossible de jouer seul dans son coin. Pas si on désire remporter la partie en tout cas. Le matériel est conçu pour soutenir la réflexion des joueurs, avec des rappels clairs aux règles, et je tiens à souligner tout particulièrement l'effort fait dans l'écriture de celle-ci. Le livret de règles est exemplaire. Tout est expliqué avec clarté, même pour des débutants, à grand renfort d'exemples précis et de développement intelligent. Mais si ça a autant défrayé la chronique dans notre petit monde ludique, ce n'est pas seulement pour son excellent gameplay, mais aussi pour son univers et son matériel. Scythe est une adaptation de 1920 de Jakub Rosalski, une Europe uchronique des années 20 où des nations slaves se déchirent la possession de technologies steampunk au milieu des champs et des forêts du Caucase. Une sorte de préquel d'Alerte Rouge, sur une thématique similaire mais quelques décennies plus tôt. Il faut ici souligner la beauté des nombreuses illustrations du jeu, qui mélangent allègrement des paysages champêtres, à la Jean-François Millet, et de gigantesques mechas tout droit sortis du dernier Wolfenstein. Tout est fait pour mettre en valeur le travail de l'illustrateur, que ce soit sur la boîte, les cartes de jeu ou la map. Le résultat est impressionnant, et je vous invite à vous en rendre compte par vous-même sur internet. Scythe est donc un jeu de stratégie, orienté 4X, pour 1 à 5 joueurs, pour environ 2 heures de jeu. Il est édité chez Matago, mais connaît actuellement une rupture de stock chronique. Il faut attendre en août 2017 pour une nouvelle impression, qui, cette fois-ci, on l'espère, ne partira pas tout d'un coup. Comptez quand même 70€, mais c'est pour une boîte de presque 4 kg de matériel d'une grande qualité. Si cette critique ne vous a pas convaincu, mais que vous êtes comme moi fasciné par l'univers soviet-punk de Jakub Rosalski, sachez que le studio allemand King Art a déjà annoncé le développement de Iron Harvest, un jeu de stratégie en temps réel, prévu pour 2018 sur PS4, Xbox One et PC, et qui bien sûr reprend l'univers de 1920. Il n'y a plus qu'à espérer que ce jeu soit aussi bon que son grand frère Scythe. Eh bien, merci Charcou. Mais bon, j'ai envie de dire 4 kilos de matos, 4 kilos de matériel. Putain, vive le numérique quand même. J'attendrai de... Ah, faut voir la tronche du matos. Mais avec la L marche en fond sonore, ça doit être bien sympa. Remarque. Ah, ça donne une bonne idée. donne envie, hein, je dois dire. Je vais peut-être ressortir mes usual players pour du offline un petit peu, parce que le cube en bois, c'est bien aussi, il faut le dire. Ça a un charme que n'a pas le numérique. Tu ne peux pas déplacer les pièces de l'autre quand il est parti aux toilettes, par exemple. Tu vois, ça, c'est très très important. En tout cas, c'était cool cette deuxième pastille. Moi, j'ai bien aimé le concept et la réalisation. Ah, bah écoutez, beaucoup d'effets spéciaux. Vous viendrez prendre votre chèque à la fin de l'émission, c'est cool. Bah écoutez, on va attendre les retours de nos auditeurs. Dites-nous si vous en voulez plus, si vous en voulez encore. Moi personnellement, je signe pour. Mais écoutez, lâche tes coms.